La première chose à faire, c'est créer du contenu. Audience first. Tu sais, il y a un peu ce truc, même les ricains, ils disent ça, l'audience avant le produit. Je pense que c'est vrai. Et si c'était à refaire, effectivement, je ferais ça. Et quand je parle d'audience, je parle pas forcément de devenir un influenceur et d'avoir des followers. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Du breakdance au gross en passant par le maté, il est la preuve vivante que lorsque l'on se donne le droit de croire en ses idées, on peut tout faire. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de recevoir Jordan Chenevier-Truchet. Salut Jordan. Salut, merci pour l'invitation, ça me fait hyper plaisir d'être là. Merci beaucoup d'accepter de venir répondre à mes questions. Je sais que tu es de court passage sur Paris, donc oui. C'est d'autant plus cool que tu viennes. Écoute, dans un premier temps, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je te propose de te présenter à nos auditeurs et de nous dire un peu qui tu es et d'où tu viens. Yes, et ben moi je m'appelle donc Jordan Chenevier-Truchet, comme tu l'as dit. Je suis le cofondateur d'un collectif de freelance qui s'appelle Bulldozer. Je suis aussi le cofondateur donc d'une marque de maté qui s'appelle Matéine, avec 2 amis à moi. Et puis effectivement j'ai un parcours un peu particulier puisque effectivement j'ai commencé ma carrière en tant que danseur, prof de danse, et puis après j'ai été acheteur dans l'industrie, et puis finalement je me suis retrouvé à faire du growth et entrepreneur. Et voilà, et aujourd'hui je suis entrepreneur. Je fais toujours du growth, je fais toujours voilà, mais je me considère plus comme un entrepreneur. Et sinon, d'un point de vue perso, j'habite dans les Alpes, dans la montagne, entouré de vaches et de moutons, littéralement. C'est vraiment là où je vis. Et voilà, et encore une fois, ça me fait trop plaisir d'être là. Génial. Tu danses toujours ? Moins, ouais. Ça m'arrive un peu. Parce que en fait, il s'avère que mon groupe d'amis n'a pas changé depuis l'époque où j'étais danseur, et donc en fait, mon groupe d'amis sont danseurs. Ok. Donc la plupart de mes amis en fait sont profs de danse ou intermittents, ils font des créas, des spectacles, etc., des tournées dans des compagnies. Et donc en fait, je suis entouré de gens qui continuent de danser. Ouais. Et donc moi naturellement ça me pousse aussi, tu vois, à danser. Mais en fait entre-temps j'ai découvert d'autres sports, notamment le MMA et ah ouais, rien à voir. Rien à voir. Et du coup pour la petite anecdote, d'habitude je m'entraînais toujours avec mes potes en breakdance le samedi, et puis en fait il s'avère que avec certains de mes potes on s'est mis à faire du MMA dans la salle où on dansait d'habitude. Ouais. Et du coup maintenant tu vois, on a une salle avec des tapis et il y a une partie des gens qui font du breakdance et l'autre partie de la salle qui fait du MMA. Très bon. Du coup c'est assez marrant. Génial. Alors écoute, je suis curieux de savoir pourquoi tu as switché effectivement de cette carrière de professeur de danse pour venir sur quelque chose qui n'a rien à voir. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir d'en partir en tout cas, d'aller vers découvrir de nouvelles choses? Alors je vais t'expliquer un petit peu toutes les phases en termes de pensée par lesquelles je suis passé, mais donc il s'avère que danseur c'est une passion depuis que j'ai 13 ans. J'ai commencé, j'avais 13 ans. Et en fait, le fait de donner des cours, je l'ai toujours vécu comme un job étudiant. La réalité c'est celle-là, c'est que au lieu d'aller retourner des steaks chez McDo, moi j'avais la chance de pouvoir, en parallèle de mes études, donner des cours de danse, etc. Ce qui est beaucoup plus épanouissant. C'est clair. Et en plus, ça paye mieux. Et donc, en fait, tu vois, l'un dans l'autre, c'était vraiment le super plan. Mais je t'avoue que donner des cours de breakdance, c'était pas non plus une passion. En fait, je sentais limite que c'était un peu en train de casser ma passion pour la danse. Parce que d'un coup, ça me mettait une contrainte sur un truc qui, au départ, est vraiment juste un kiff. Ouais, je comprends. Et donc, le fait d'avoir cette contrainte, et en fait, la réalité, c'est que chaque année, c'est la même chose, parce qu'en fait, chaque année, t'as des nouveaux débutants. Tu vois, et donc, chaque année, tu reprends exactement les mêmes choses, etc. Et je t'avoue que je trouvais ça un peu pénible, et je perdais vraiment plaisir à faire ça. Et donc, je faisais mes études en parallèle. Je m'étais dit, donc c'était plutôt clair pour moi que j'en ferais pas ma vie. Parce que je voyais bien que la contrainte était un peu en train de tuer la passion. Et donc en fait après j'étais un peu intéressé par globalement le business, etc. Je savais pas exactement dans quoi, et en fait il s'avère que je m'étais un peu fixé des critères. Je pense qu'on passe tous par là à un moment donné, notamment quand on commence à devoir réfléchir à c'est quoi le métier que je vais faire plus tard, etc.
Moi, je savais pas exactement, mais par contre, je me disais, je veux faire un métier où je peux à la fois faire du stratégique et de l'opérationnel, je peux parler en anglais, tu vois, un peu des espèces de critères comme ça. Et en fait, le métier que j'ai trouvé qui permettait de faire ça, c'était acheteur. Okay. Et donc, j'ai fait des études dans les achats. Et il s'avère que le métier d'acheteur, c'est un métier qui s'exerce en grande majorité dans les grands groupes. Et donc, en fait, tu vois, je me suis mis à travailler chez Valeo, donc boîte du CAC 40, équipementier automobile, etc. Donc ça, c'est une partie, on va dire, de mon parcours. Mais en fait, l'élément qui a déclenché le fait que je m'intéresse à l'entrepreneuriat, c'est un élément très particulier qui est, pendant mes études, j'ai découvert les startups. Ouais. Sachant que on est globalement 2011, je dirais, donc c'est pas encore la folie des startups, tu vois. Donc pour moi, une startup, c'est Silicon Valley, Google. Ouais. En fait, pour moi, c'est ça, tu vois. Je pense que c'est la vision de ceux qui sont pas dans l'écosystème, quoi. Exactement. Et donc, le truc, c'est, moi, j'ai découvert les startups, du coup, je crois me souvenir, je crois que c'est plutôt clair dans ma tête, le fait que je tombe sur un reportage sur Google où tu vois les bureaux de Google avec des toboggans, la bouffe en illimité. Tu vois ce genre de truc? Ouais, tout à fait. Ouais. Et moi, forcément, de par mon éducation, etc., tu vois, je viens de classe moyenne, mes parents qui ont... ma mère qui est aide-soignante, mon père qui gère une menuiserie, globalement autour de moi j'ai des oncles, des tantes qui travaillent à l'usine, etc., etc. Si tu veux, le truc c'est que forcément voir Google, les toboggans, les machins, ça vient complètement casser ma vision du travail. Et je me dis, mais attends, mais moi je veux trop bosser dans une boîte comme ça dans ma vie, tu vois. Je veux trop bosser dans une boîte comme ça. Légitime. Et du coup je me dis, ce serait vraiment trop énorme que j'arrive un jour à bosser à San Francisco. Okay. Et donc de par du coup des jobs étudiants, machin truc, j'économise suffisamment pour aller faire un stage à San Francisco. D'accord. Ok. Bosser dans une startup, donc pas à Google, mais dans une vraie petite startup, quoi. Et en fait, donc c'était en 2013. D'accord. Et vraiment 2013, c'est la folie des startups là-bas. Et en fait, je suis rentré en France en me disant, en fait, il faut trop que je monte une startup dans ma vie. Ok. Tu vois, c'est vraiment, ça a été ce truc, je me suis dit, il faut trop que je monte une startup. J'ai fini mes études, j'ai travaillé chez Valeo, etc. Mais j'avais ce truc où je me disais, je vais quitter ce monde-là pour monter une boîte. Ouais. Et j'ai démissionné de Valeo pour monter une première startup qui a été un échec, mais du coup qui m'a permis de mettre un pied à l'étrier dans ce monde-là. Voilà en gros le parcours. Ouais, c'est super intéressant que tu aies pris cette décision d'aller à San Francisco. Alors effectivement, c'est un peu la pépinière des startups, c'est un peu la Mecque, quoi. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs français qui y vont et très peu qui y restent. Je sais pas, toi, qu'est-ce que c'était, peut-être parce que voilà, t'avais pas prévu d'y rester trop longtemps et que c'était pour un stage, mais il y a quand même c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, on fait beaucoup de rencontres, ça permet de débloquer plein de choses, mais il y a beaucoup de Français qui reviennent. Toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué un peu de ton passage là? Bah déjà, un truc qui m'a marqué, c'est qu'il y avait beaucoup de Français. Ok. Ça c'est un truc. Il y a vraiment une grosse population française. Donc ça c'est déjà un truc qui m'avait marqué. Je m'étais dit, ah ouais, putain, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de Français. Après, globalement, l'état d'esprit, tu vois, ricain, Silicon Valley, tout est possible. Et puis, vraiment, à cette époque-là, il y a des startups qui sont sorties de terre. Je pense que la majorité des gens auront oublié, mais moi, par exemple, il y en a une qui m'a vraiment, vraiment marqué qui s'appelait Yo. Ok. T'as entendu parler de Yo? Non. Bah, globalement, c'est une application mobile. T'as tes contacts qui sont enregistrés sur l'appli. T'appuies sur un contact, il reçoit une notification. Jordan vous a envoyé un Yo. Okay. C'est tout. Mais c'est tout. Mais cette appli-là, en 2013, ça part viral. Ah ouais. Tout le monde a l'application Yo. Tout le monde s'envoie des Yo. Et c'est une boîte qui a levé 1,5 million de dollars. C'est un peu le POC de Facebook. Exactement. Ouais. Et en fait, tout le monde était hyper enthousiaste. Ah, tu connais ce truc Yo et tout machin. Et tu sais, tu prends un peu du recul et tu te dis, mais c'était quoi ce truc débile, tu vois. Mais, bah, je sais pas, t'es là-bas, Yo, ça commence à partir viral. Les gens, ils sont trop contents, ils trouvent ça trop cool et tout. Et tu vois, moi, je me retrouve au milieu de tout ça et je me dis, mais c'est de la folie. Ouais, c'est une vraie atmosphère, quoi. C'est vraiment, et puis les gens, ils sont enthousiastes à l'idée qu'il y ait des trucs un peu débiles qui marchent. Ouais. Et tu vois, en France, on a un peu cet état d'esprit où, je sais pas, il faut que ce soit des trucs intelligents qui fonctionnent, tu vois. Il faut, tu sais, c'est un peu la grande littérature et les machins, tu vois. Voilà. Et en fait, là-bas, c'est hyper décomplexé sur le fait que, franchement, t'as peut-être une idée de merde, mais franchement, tente le coup. Y a moyen que ça marche. Ouais. Et cet état d'esprit-là, ce côté très décomplexé, au pire, ça marche pas, c'est pas grave, tu vois. Et ben, je pense que c'est aussi un des trucs qui m'a motivé.
Et après, forcément, des éléments concernant le marketing, etc. Moi, j'ai bossé pour une boîte qui s'appelle Back to the Roots et qui existe pas en France, mais où, du coup, les deux fondateurs, deux co-CEO ont vraiment beaucoup travaillé leur personal branding. Okay. Et moi, le personal branding, je connaissais pas. Et vraiment, ils ont beaucoup travaillé cette partie-là. Ils faisaient de la télé, ils faisaient machin. Ils avaient une super énergie, etc. Et d'un point de vue marketing, ça m'a vraiment appris plein de trucs, quoi. Ouais. C'est arrivé sur le tard quand même, le personal branding en France, en tout cas publiquement sur les plateformes comme LinkedIn. Effectivement, il y avait les grosses entreprises qui avaient des présences sur les médias, on va dire traditionnels, mais encore fallait-il pouvoir y accéder et avoir une grosse notoriété. Maintenant, avec des plateformes comme LinkedIn, c'est plus simple d'avoir une audience, une visibilité, mais c'est quand même arrivé assez tard, hein, finalement. Ça fait pas très longtemps que la plateforme connaît un vrai essor en France. Je suis d'accord. Ouais, c'est assez marrant de toute façon, bon, généralement ils ont un temps d'avance sur nous, ça c'est indéniable. Ouais, complètement. Mais ouais, écoute, c'est super intéressant d'avoir cette vision-là. Donc tu as fait effectivement, tu as créé des projets, tu as fait aussi un gros passage chez Germinal, dans le gros. Et puis ensuite tu as donc créé Bulldozer. Qu'est-ce qui t'a donné envie déjà de partir de Germinal, et surtout comment un peu tu as eu l'idée, qu'est-ce qui t'a donné l'intuition de créer Bulldozer, quel est un peu le pourquoi là-dedans? Alors déjà, parmi les raisons qui m'ont poussé à quitter Germinal, donc c'est très personnel, hein, mais en gros, moi j'ai été le premier salarié de Germinal. D'accord. Je suis là depuis le tout début de l'histoire. C'est-à-dire que j'ai commencé à bosser avec Germinal n'existait pas encore. C'est-à-dire que c'était encore les trois cofondateurs qui étaient en freelance, qui faisaient un peu du business ensemble. Ouais. Et ensuite, je suis arrivé au moment où ils étaient en train d'enregistrer l'entreprise, en fait. Moi, j'ai toujours vécu, donc je sortais d'une expérience entrepreneuriale ratée. Et donc, j'avais vraiment ce truc de l'entrepreneur, quoi. Ouais, bien sûr. Là, moi, je rejoins un projet parce que j'ai cette volonté de sécurité après une expérience entrepreneuriale où je n'ai pas gagné d'argent et où je me disais, bon, là, il va falloir que tu te remettes un peu à gagner d'argent, voilà. Donc, de rejoindre une boîte, tu vois, dynamique, d'avoir un petit salaire, etc., c'est un truc qui me rassurait. Mais, en moi, j'ai vécu l'expérience de Germinal comme si c'était ma boîte. Ok. Tu vois, c'est vraiment, j'ai vécu le truc comme si c'était ma boîte. Et tu vois, au début de l'histoire de Germinal, j'étais invité aux réunions entre cofondateurs, les dîners entre cofondateurs, etc. Enfin, je sentais que que ma parole avait de la valeur, etc. Et vraiment, j'ai vécu le truc comme si j'étais un cofondateur. Il y a un moment donné, la boîte, elle grossit. Il y a une 30aine de personnes, etc. Ça devient très clair le fait que je suis pas cofondateur. Ça devient clair parce que je suis plus invité dans les réunions entre cofondateurs. À ce moment-là, je le suis plus et c'est normal, en fait. Mais sauf que pour moi, c'est hyper frustrant. Bien sûr. Parce que il y a des décisions qui sont prises avec lesquelles je suis pas d'accord et sur lesquelles je suis pas consulté. Parce que c'est les cofondateurs qui ont pris la décision et c'est hyper frustrant pour moi. Et donc il y a eu un moment donné où je me suis dit, écoute, en fait. Si tu veux être cofondateur d'un projet, tu deviens cofondateur d'un projet, en fait. Tu vois, c'est aussi simple que ça, tu vois. Et bon, il y a un sujet, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont salariées et qui ont envie de monter un projet. Il y a le sujet de la sécurité. Moi, ce que j'ai fait, j'en ai encore jamais parlé, mais en fait, il s'avère que sur la fin de Germinal, en tout cas pour moi, je me suis dit, il faut que j'arrive à confirmer. Il faut que j'arrive à me confirmer le fait que je suis capable de générer du business par moi-même. Ok. Et donc, il y a un week-end, je décide de lancer une boutique en dropshipping. Ok. Mais un peu en mode, au pire, ce sera un side business, tu vois, voilà. Et donc, je me chauffe et vraiment, j'y vais en mode cracra. C'est-à-dire, je tombe sur une pub que je trouve hyper canon sur le Facebook US. Ok. Et je me dis, ah tiens, cette pub, elle est vraiment stylée, le produit, il est cool, je pense que c'est un truc que je peux vendre et tout. Je fais un copier-coller, mais littéralement, tu vois. Je prends le truc de base Shopify, le thème de base, tu vois. Je copie la publicité, le copywriting, machin, je lance le truc. Ok. Et en fait, en un week-end, je me fais 500 balles. Ok. Ah, c'est bien, pour un lancement... Donc, il s'avère que le produit était vraiment pourri et que, en fait, chaque vente que je faisais, j'avais un nœud dans le ventre. Et ça m'empêchait de dormir la nuit. Ouais, c'est-à-dire que j'ai passé un week-end à culpabiliser de l'argent que je gagnais et à me dire, mais mec, là, t'es en train de faire un truc,
c'est pas cool. Donc j'ai vendu 15 produits au total, mais ça me tordait le ventre, donc j'ai décidé d'arrêter en me disant, écoute, t'as eu la validation que tu sais, t'es capable de le faire, en plus avec un truc cracra et tout, mais t'as aussi compris que faire de l'argent, c'était pas ça qui te motivait. En fait, ce qui te motive, c'est quand même d'être impliqué dans un projet cool, etc., et qui a du sens pour toi. Et donc, j'ai décidé d'arrêter ce business, mais en moi, mentalement, il s'est passé un espèce de déclic où je me suis dit, putain, t'es capable. Et ce truc-là, c'est quelque chose qui a été un gros déclencheur ensuite de ma volonté de me dire, écoute, t'as envie d'être cofondateur de ton truc, t'as eu la validation que t'en étais capable, en fait, il faut que tu partes. Et donc, je suis parti pour ça. Mais je suis parti en n'ayant pas de projet spécifique en tête. Moi, en fait, il y a un truc aussi, c'est que, et je pense que mon parcours en est un peu la preuve, il y a plein de choses qui m'intéressent en fait. Et je me suis dit, il y a plein de choses qui t'intéressent, là tu vas peut-être faire du e-commerce. Alors au début j'étais vraiment parti dans l'idée de, en fait tu vas monter une boîte e-commerce, etc. Parce que le produit physique, et notamment le branding des produits physiques, je sais pas, je trouve il y a un truc très particulier, tu vois, les sensations que les produits physiques et les belles marques de produits physiques sont capables de te procurer, je trouve que c'est un peu fascinant. C'est clair. Pour moi par exemple, je suis un gros fan de Nike. Et du marketing de Nike, etc., le Just Do It, blablabla. Et en fait, j'achète pas particulièrement des produits Nike, mais ce que cette marque, elle est capable de procurer quand je vois une pub Nike ou un truc comme ça, je me dis, il y a tellement plus d'affect, de l'histoire. Tu vois, c'est tellement puissant, quoi. Et donc, voilà, j'étais un peu parti dans cette idée, mais je m'étais dit, au pire, je ferai un SaaS, au pire, machin. Et donc, j'ai testé plusieurs trucs, dont notamment le fait d'avoir monté Matéine avec... deux potes à moi, qui en réalité on a racheté une boîte de quelqu'un qui était tout seul dans un salon, qui faisait Matéine tout seul dans son salon et tout, il avait plus trop le temps, il voulait arrêter en fait, et puis on lui a dit mais attends, nous on te rachète ta marque et tout machin. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Et ensuite avec Enguerrand, donc qui est mon cofondateur chez Bulldozer, on faisait du freelance et puis l'histoire c'est on se rend compte que il y a des clients qu'on peut pas avoir, des gros clients qu'on peut pas avoir parce que moi ils viennent me voir, je suis tout seul. En fait, ils ont besoin d'une équipe. Lui, il a le même problème. On se dit viens, on commence à bosser en équipe, comme ça on peut accéder à ce type de clients. Et puis tu mets un pied devant l'autre. Et en fait, 1 an plus tard, 60 personnes dans le collectif, 1,5 million d'euros la première année, etc., etc. Et en fait, tu sais, au début, on était un peu en mode, lui, il avait un side business, moi, j'étais en train d'essayer de monter un SaaS à côté, etc., etc. Puis, il y a un moment donné où juste, on s'est mis autour de la table et on a dit, mais en fait, est-ce que là, le fait de vouloir développer des side business, on n'est pas en train de passer à côté de la vraie opportunité qui est Bulldozer, tu vois? Et donc, en fait, Bulldozer, finalement, c'est un peu, tu vois, c'est un espèce de truc qui s'est mis en place naturellement. On n'avait pas du tout au départ cette volonté de, on va monter un collectif, on va en faire un gros truc et tout. En fait, c'est juste que ça a pris et en fait, on s'est fait happé par le marché. Et je pense que, tu sais, dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup aussi ce truc, et je pense qu'il y a pas assez, les entrepreneurs sont, notamment les primo-entrepreneurs, ils réalisent pas suffisamment le fait que le plus important, c'est le marché. Tu vois? Et en fait, se battre pour créer un truc parce que t'as des convictions, etc., etc., mais en face, il y a pas de marché, il y aura jamais de marché, et tu veux pas l'accepter. En fait, la raison pour laquelle ça marche pas, c'est que tu veux pas accepter ça. C'est clair. Tu vois, parce qu'il y a une part d'orgueil, parce que t'as pas envie d'être un échec, et parce que machin. Et là, en fait, nous, tu vois, c'est au départ, on n'avait pas prévu, et puis on s'est fait prendre par le marché. Ouais, c'est clair. Donc, quand tu disais que tu faisais du freelance, c'est du freelance dans le gros, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et donc là, aujourd'hui, c'est un collectif de personnes qui font du gros. Ouais, en fait, on fait du gross. Alors après, le gross, c'est un terme qui veut un peu tout et rien dire. C'est un peu un fourre-tout. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous, on fait de la prestation gross. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils viennent nous voir en disant, j'ai besoin d'une équipe gross. Mais en fait, à l'intérieur de ces prestations, du coup, il y a plein d'éléments très spécifiques comme on va faire ce qu'on appelle de l'outbound, donc du démarchage, email, téléphone, etc. On peut faire de la publicité, on peut faire de la création de contenu, on peut faire etc., etc. Mais globalement, et donc parmi tous les membres du collectif, il y a des designers, il y a des copywriters, il y a des intégrateurs web, il y a etc., etc. Parce qu'on a besoin de toutes ces compétences pour faire du growth. Est-ce que tu pourrais dire en quelques mots pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le growth, globalement, en quoi ça consiste? Alors en gros, le growth, c'est
donc c'est le fait de travailler sur la croissance des entreprises. Bon, déjà le truc de base c'est ça. Mais la particularité du growth, c'est que on n'est pas, c'est une approche qui est assez agnostique, à savoir que on fait pas juste du marketing. En fait, la réalité, c'est que la croissance d'une entreprise, c'est 3 gros facteurs, c'est 3 gros éléments. C'est ton produit, ton marketing et la partie commerciale business, donc les sales. Ouais. Ok. Et donc en fait. Et bien évidemment que tu as des sujets RH, etc., mais c'est un peu de la fonction support. Mais donc on va dire que les 3 éléments principaux, quand tu es un entrepreneur et que tu te lances et que t'as pas des RH à gérer, etc., en fait, tu as 3 trucs à faire. C'est avoir un super produit, avoir du marketing et faire du sales, particulièrement en B2B, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, le growth, c'est quoi? C'est travailler sur la croissance des entreprises, mais du coup, accepter le fait que bah, tu vas devoir bosser sur ton marketing, tu peux bosser sur ton produit, tu peux bosser sur les sales. Et donc, c'est arriver à optimiser ces 3 grands pans. Ouais. Donc, travailler sur le produit, donc ça peut passer par travailler sur l'onboarding du produit, travailler sur l'usage du produit. La partie commerciale, c'est comment est-ce qu'on optimise le funnel de vente, le pitch des commerciaux, etc. Et puis sur la partie marketing, bah, comment faire de l'acquisition, voilà. Donc c'est un peu ça le truc. Et après d'autres petits éléments, on va dire 2-3 éléments supplémentaires pour présenter le growth. Il y a un gros sujet d'état d'esprit, beaucoup de tests, on fait des choses rapidement, fake it until you make it, tu vois, un peu cet état d'esprit. Et l'autre élément, c'est l'aspect très scientifique de l'approche. On récolte beaucoup de data, on essaye de prendre des décisions pas basées sur ses intuitions, mais vraiment basées sur des choses concrètes, de la data, vraiment une approche scientifique. Voilà. Ouais, bien sûr. Ah, c'est super intéressant comme démarche. Alors, en France, c'est pas arrivé sur le tard, mais on va dire que ça connaît un vrai essor ces derniers temps. Et effectivement, on se rend compte de la puissance de telles démarches. Donc voilà. Comment est né un peu? Alors, tu nous as dit qu'effectivement, il y a plusieurs personnes qui ont rejoint le collectif, mais comment tu structures ça? Quelles ont été un peu les premières difficultés? Parce qu'effectivement, quand tu crois, forcément, t'as des problèmes. C'est comme ça. Oui. C'est normal. Et un peu les premières difficultés de tout ça. Je dirais que la première... en fait, un élément sur lequel on s'est pas mal cassé les dents, c'est, étant donné que tout le monde est indépendant, tout le monde est freelance, ça a été de créer... En fait, de créer les bonnes offres pour les clients. Ça a été un vrai sujet parce que au début, en fait, ce qu'on se faisait, c'est, au début, il y avait 10 membres. Et donc, il y avait un prospect qui arrivait, qui nous demandait, et nous, on disait, on lui faisait un espèce de petit audit de sa situation, puis après, on essayait de lui créer un espèce de plan d'action hyper personnalisé. Et du coup, dans ce plan d'action, on disait, toi, on va te prendre 3 jours par mois, toi, on va te prendre 1 jour par mois, toi, on va machin. Et puis ensuite, du coup, on proposait notre devis au prospect en lui disant, regarde, en fait, on t'a mis 3 jours là, 2 jours machin. Et puis ensuite, le prospect, il disait, mais attendez, pourquoi 3 jours ici? Je comprends pas. Et en fait, tu vois, on était vraiment en train de passer du temps à pinailler. Franchement, je peux pas le dire autrement, sur des trucs où on passait des semaines à négocier les petites lignes d'un truc. Au final, ça épuisait tout le monde. Donc, les gens voulaient plus bosser sur la mission, les clients voulaient plus bosser avec nous. Enfin, tu vois. Ouais. Et en fait, ça a été... Je pense que on est obligé de passer par là. Au début, tu veux faire du sur-mesure et tout. Et puis, au fur et à mesure du temps, en fait... on est passé par une phase où on s'est dit il faut packager les trucs. En fait, il faut packager, ce sera plus simple pour tout le monde. Le client, on lui package un truc, on lui dit regarde, c'est ce truc là, on sait que c'est ce qu'il te faut, à l'intérieur de ce truc, voilà comment ça se passe. Et ensuite, les gens avec qui on travaille, du coup, on leur dit voilà, le package c'est ça, c'est à prendre ou à laisser. Et du coup, voilà. Et toute cette phase là, parce que du coup je te résume ça, mais toute cette phase là où on est passé de attends, mais on fait un truc un peu sur mesure à ok, aujourd'hui on a packager des offres, c'est hyper clair, nos offres elles sont hyper canon, on sait exactement pricing, machin, l'organisation, blablabla. En fait, on s'est cassé les dents là-dessus. Aujourd'hui, ça va. Mais ça a été la vraie première grosse difficulté pour nous, Ouais. Et comment tu répartis justement les missions dans le collectif? C'est plus, tu sais qu'en fonction des profils différents freelance que vous pouvez avoir, il y en a qui vont être plus adaptés pour travailler avec telle typologie de clients ou d'industrie. Ouais. Exactement. En fait, aujourd'hui, tu vois, donc comme je disais, on a une 60aine de membres. Dans ces membres, il y a des personnes qui ont une vraie affinité pour le e-commerce parce que leurs expériences passées, c'est globalement pour des marques e-commerce. D'autres, c'est pour du SaaS B2B, d'autres, etc., etc. Et donc, en fait,
quand il y a un client qui arrive et qui dit bah moi je suis un SaaS B2B mais ma cible c'est des PME et aujourd'hui en fait on a un vrai problème. En fait aujourd'hui toute notre acquisition se fait sur du démarchage téléphonique à froid. Et il faut qu'on arrive à passer le cap de sortir du tout cold call quoi. Et bah nous en fait on va se dire ok en fait cette personne là elle travaille je sais pas c'est une boîte B2B SaaS B2B c'est un CRM je dis n'importe quoi ok c'est un CRM donc ça peut toucher telle et telle cible donc est-ce que dans le tas on a des personnes qui ont déjà travaillé pour un SaaS B2B à destination des PME sur ce type de panier moyen sur etc et en fait on va se dire ok donc il y a telle et telle et telle et telle personne là on sait que sur un SaaS B2B globalement ce qu'il faut faire c'est le démarchage email c'est un truc qui fonctionne bien, il y a sûrement aussi des choses à tester sur du LinkedIn, du machin. Ok, donc on va mettre une personne qui connaît bien LinkedIn, on va mettre une personne qui connaît bien le thème. Okay. Et, tu vois, et en fait, la démarche, c'est de se dire, le package, on vend, pour chaque entreprise, on lui vend le même package, mais par contre, ce package-là, ce qu'on va lui mettre à l'intérieur, c'est vraiment custom made pour ce client-là, tu vois. Ouais, et l'élément custom made, c'est la team que tu vas avoir. Bien sûr. Et vous arrachez pas trop la tête après pour facturer justement les freelances qui bossent dessus? Non, parce que en fait, du coup, ça aussi on a packagé, c'est-à-dire qu'on sait par exemple qu'une team globalement c'est 3-4 personnes, que ces 3-4 personnes il va nous falloir obligatoirement tel rôle et donc ce rôle-là on sait que c'est le rôle majeur qui va passer le plus de temps sur la mission, ça c'est plutôt une fonction support, ça c'est machin, et du coup on a défini des packages aussi pour chaque personne, et du coup donc je vais pas rentrer dans les détails de comment on a fait les calculs etc hein, mais en gros, aujourd'hui, moi, je vais te dire, ok, bah toi, j'aimerais te mettre sur cette mission-là, et toi, tu sais ce que c'est que la mission parce que t'as été formé sur cette mission, tu connais le package, tu sais exactement. Si Bulldozer t'appelle pour te dire, vas-y, je veux te mettre sur une mission et t'auras le rôle de Head of Growth sur la mission, etc. Tu sais ce qu'on attend de toi. Genre, tu sais l'organisation, tu sais ce qu'on attend de toi et tout. Et je vais te dire, du coup, le package, il est de temps, donc ça te fait globalement un TJM de temps. Ça te chauffe? Ouais. Toujours le moyen. Ouais. Voilà, exactement. Pardon. Non, et donc voilà, tu vois, et ça simplifie énormément les choses quoi. Ouais. Vous avez des freelances en exclusivité pour Bulldozer ou pas du tout? Non, pas du tout. Okay. Bah, en fait, c'est pas l'esprit de... Tu vois, c'est pas l'esprit du freelancing, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais alors, pourquoi je pose cette question? Parce que est-ce que chez Bulldozer, c'est un enjeu de diffuser une culture d'entreprise, finalement, un état d'esprit, parce que les clients viennent voir Bulldozer, ils viennent pas voir les freelances en spécifique qui composent l'équipe, et ça se trouve, je pense qu'ils le connaissent même pas forcément. Tout à fait. Sauf qu'ils ont effectivement scrappé un peu LinkedIn pour voir qui, ou qui ont passé des appels pour voir un peu avec qui ils ont pu travailler. Est-ce que ça a été un enjeu? Est-ce que c'en est un aujourd'hui? Est-ce que vous avez connu des difficultés au regard de ça? Oui. En fait, ça a été aussi un truc sur lequel c'est même pas on a galéré, on s'est trompé. Ok. En fait, on se disait au départ que Bulldozer, ça allait être un peu un espèce de label qualité sur les membres qui composent Bulldozer. Ouais, bien sûr. Et que, en fait, toi, en tant que client, ce qui va justement te faire kiffer, c'est de te dire, je vais avoir ma petite équipe, ma petite dream team, juste faite pour moi, composée de ces freelances. Et en fait, en gros, ils vont me faciliter ce que Bulldozer fait, c'est, ils mettent le tampon, on les a validés. Mais après, moi, par contre, je deal avec les freelances. Et en fait, non, les gens, ils achètent Bulldozer. Bien sûr. Tu vois, et en fait, c'est tellement... Maintenant, je le dis, ça me semble tellement logique. Même toi, je pense que ça te semble hyper logique. Mais au départ, on était convaincus que ça allait pas être comme ça, tu vois. Et donc, ça a créé un peu des problématiques d'organisation, d'ownership, etc. On s'est planté. Donc maintenant, on travaille vraiment sur culture Bulldozer, Customer Experience Bulldozer, etc. Parce qu'on s'est rendu compte que, en fait, c'est l'entité, même si c'est pas une entreprise, tu vois, avec des salariés, etc., il y a une entité qui est là, qui s'appelle Bulldozer. Dans la tête des gens, elle existe. Et si elle existe dans la tête des gens, c'est qu'elle existe dans la vraie vie. Ouais. C'est vraiment ça le truc, tu vois. Et donc, voilà. Je t'avoue que les sujets de culture, c'est un gros sujet en ce moment. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas trop été un sujet parce que croissance, tu te fais prendre le truc, etc., etc. Aujourd'hui, en fait, on sent que notre croissance s'est un petit peu stabilisée. Ok. Et c'est plutôt une bonne chose parce que ça permet de travailler sur des sujets de fond. Et donc, le sujet de la culture en fait partie, ouais. Ouais, bien sûr. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question. Ouais. Effectivement, je me doute que c'est un enjeu.
Comme tu l'as dit, c'est dur d'emmener tout le monde vers la même direction. Surtout quand les gens sont freelance. Ouais, c'est ça, exactement. Déjà, c'est difficile que les gens sont salariés, donc quand ils sont freelance, ouais. Et est-ce que, un peu dans la même veine, tu as senti parfois un peu des disparités de niveau de prestations rendues? Forcément, c'est pas forcément les mêmes équipes. Est-ce que tu as pu avoir des écueils un peu, des clients qui disaient, je m'attendais à tel niveau? Forcément, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes approches, mais globalement, est-ce que tu arrives à avoir une homogénéité de qualité de prestation ou Non. Ouais. Non, parce que chaque personne est différente, etc. Et ça aussi, tu vois, ça fait partie des enjeux. Tu vois, je te disais, aujourd'hui, on est en train de travailler sur la Customer Experience Bulldozer. Ouais. Ça fait partie de ça, en fait. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, peu importe avec quelle équipe tu travailles, et c'est exactement la même logique que ce que je te disais sur on met un tampon et en fait, si je travaille avec l'équipe A ou si je travaille avec l'équipe B, ce sera pas le même niveau de prestation, mais c'est justement ce qui fait le charme de Bulldozer. Et en fait, on s'est rendu compte que non, pour les clients, les clients en fait, ils sont pas charmés par cette idée, tu vois. En fait, eux, ils veulent la prestation Bulldozer. En fait, ça. Tu vois. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on travaille vraiment sur c'est quoi la Customer Experience Bulldozer, c'est quoi etc. Et donc aujourd'hui on essaye de trouver des moyens, tu vois, d'homogénéiser et de se dire en fait peu importe avec quelle équipe tu travailles, tu retrouveras cette expérience, tu vois. C'est-à-dire que si tu as travaillé avec l'équipe A puis tu travailles avec l'équipe B, tu te dis je retrouve bien la patte de Bulldozer, tu vois. C'est clair. C'est un sujet directement lié finalement à la culture d'entreprise, 100%. Ça en découle. Et justement, est-ce que tu as un peu commencé à trouver des choses qui vont vous permettre de structurer ça? Ouais, en fait, c'est simple, on a fait un séminaire où le sujet du séminaire, c'était ça. C'est vraiment que ça, tu vois. Et où moi, je suis arrivé avec plein d'idées, les gens sont arrivés avec plein d'idées, on a vu, ok, ça marche, ça a marché, ça a moins bien marché, ça, etc. Ok, c'est quoi le process, c'est quoi le machin, c'est quoi, tu vois, et on a vraiment tout posé à plat sur c'est quoi l'expérience Bulldozer. Ok. Et donc, en fait, tu vois, on s'est dit, c'est tellement un enjeu hyper important et en fait, c'est tellement un élément fort d'une marque. Je prends souvent cet exemple t'as des marques, en fait, elles ont bâti, limite leur expérience client, c'est devenu un élément de culture populaire. Bien sûr. Je te prends l'exemple de Apple, qui est un peu un truc cliché, mais je pense que du coup, ça va parler un peu à tout le monde. Quand tu reçois un produit Apple chez toi et que tu ouvres la boîte et que tu sais, la boîte, c'est un peu très galère. Smooth, c'est très smooth, c'est un peu lent. Et puis que t'ouvres, et puis que là, t'as l'espèce de truc où il y a écrit félicitations, tu vois. Tu sais, et t'ouvres le truc et tu vois ton produit et tout. En fait, même si t'es pas client Apple, tu sais qu'il y a ça. Parce que ça fait partie de la culture populaire, en fait. Et moi, je me dis, en B2B et dans le service, aujourd'hui, il y a aucune boîte qui est réputée où tu penses à cette boîte en te disant, j'ai entendu dire, ils ont une expérience de malade, tu vois. En fait, bosser avec eux, c'est vraiment un truc extraordinaire. Alors, il s'avère que maintenant que j'ai un peu creusé le sujet, etc., parce que j'essayais vraiment de prendre des inspirations, j'en ai trouvé une ou deux où globalement les gens s'accordent pour dire franchement c'est exceptionnel de travailler avec eux, et donc c'est des gens qui nous ont beaucoup inspirés, etc. Et mais c'est ça que je recherche. Et donc tu vois, c'est pour ça qu'on en a fait un séminaire en se disant comment on arrive à faire vivre ça aux gens, quoi. T'aurais 2-3 conclusions à nous partager sans révéler trop de secrets, j'imagine que c'est votre... Il y a 2-3 trucs, c'est un peu secret sauce, mais je dirais que globalement, il y a un sujet dans le service, c'est, tu sais, je prends l'exemple du SaaS, donc un logiciel. En fait, quand tu vas arriver dans un logiciel et l'onboarding que tu vas avoir, la façon dont tu vas être guidé, la façon dont, etc., en fait, il y en a plein où tu as un peu un wow effect. Je te prends l'exemple de Canva. Canva, globalement, les gens s'accordent tous à dire que tu débarques dans Canva, ils t'ont déjà présélectionné le template parce que t'as fait une recherche sur Google ou j'en sais rien, genre template de CV, et puis t'arrives, t'as un template qui s'ouvre, et puis tu peux faire tes modifications et ça y est, t'as vécu l'expérience, c'est hyper intuitif, etc. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça dans le service? En fait, l'enjeu, c'est un peu ça. Et donc, ça passe par, nous, on a beaucoup travaillé sur des éléments même, tu vois, tout le moment ok, j'ai laissé mes coordonnées à Bulldozer pour qu'il me rappelle, ça y est, la mission, elle démarre. Toutes les différentes étapes, on les a notées, on s'est demandé comment les optimiser, on s'est demandé comment à chaque étape, le client peut se dire « Oh, waouh, je m'attendais pas à ça !» Tu vois ? Et ça a vraiment été le gros du travail. Ouais, pour rendre l'expérience la plus indépendante possible des personnes qui vont
Exactement. Travailler dessus. Ouais, génial. Alors écoute, tu parlais de croissance et donc on va venir dessus. Même si ça fait partie finalement de la croissance, hein, parce que ça a posé les bases pour la suite et pour avoir une croissance saine. Justement, comment vous avez fait pour croître l'activité, trouver de nouveaux clients, peut-être pricer un peu plus fort, voilà, quels sont un peu... Alors, il s'avère que nous, on a un peu un unfair advantage que beaucoup de personnes qui se lancent ne pourraient pas avoir. C'est quand on a lancé Bulldozer, j'avais déjà une petite audience sur LinkedIn. J'avais travaillé chez Germinal, qui est une boîte qui a eu quand même ses heures de gloire, tu vois. Ouais. Donc j'avais une crédibilité qui était assez importante. Mon co-founder, c'est Enguerrand, qui était Head of Growth de Ornicar. Super startup aussi, avec une très belle croissance. Donc pareil, beaucoup de crédibilité. Et parmi les premiers membres qu'on a fait rentrer dans le collectif, on a eu aussi des top profils. Et donc en fait, naturellement... En fait, quand tu fais de la prestation de service, ce que tu vends, c'est de la compétence. Ouais. Et donc, en fait, nous, on avait ce truc de... en fait, la compétence, les gens... Je veux dire, avant même de... En fait, ils voyaient les noms et ils se disaient « Ah ouais, ils ont la compétence. » En fait, ça y est. Et il s'avère que d'un point de vue communication, moi, vu que j'avais un peu déjà une audience, tout de suite, en fait, ça a permis de mettre le pied à l'étrier, de commencer à lancer la machine, etc. Donc, ça, en fait, c'est... un très très gros unfair advantage. C'est clair. Mais du coup, si je step back et que je m'adresse à une audience qui du coup souhaite se lancer, etc. En fait, nous, le bon plan, et ce qui est pas des gens qui veulent entreprendre, désolé, ils vont pas aimer ce que je vais dire, mais en fait, nous, dans notre situation, c'est le fait d'avoir été salarié dans une entreprise qui a de la visibilité, de la crédibilité, etc., qui a ensuite permis de pouvoir trouver des clients, en fait. Tu vois, c'est le fait de s'appuyer sur une marque déjà existante, de pouvoir valoriser le fait que j'ai eu un impact dans cette boîte, etc. C'est ça ensuite, quand t'es en indépendant, qui t'amène du business. Ouais. En fait, c'est ça le truc. Si j'avais démarré day one, vas-y, je lance un truc, j'ai pas d'expérience, mais vas-y, je vais pouvoir vous montrer, en fait, je sais faire des trucs et tout. Ma crédibilité, elle aurait pas été aussi bonne qu'aujourd'hui. Ouais, c'est le fait d'être passé par la case salarié, en fait, qui m'a permis de... Ouais, puis c'est un peu au regard de ce que tu disais tout à l'heure, le label Bulldozer, finalement, t'es passé chez Germinal, donc voilà, forcément... Et puis chez Germinal, j'ai bossé avec plein de boîtes, donc en fait, j'ai vu passer plein de projets, donc en fait, toi, quand tu viens me voir et que tu me parles de ton projet, tout de suite, je me dis « Ah mais attends, j'ai bossé pour une boîte qui avait les mêmes enjeux, machin, je t'explique un peu ce qui avait été fait et tout, et tu vois, tout de suite, tu te dis « Ah, et putain, je suis en face d'un gars qui connaît. » Ouais, bien sûr. Ouais, complètement. Alors, vu que c'est des prestations finalement intellectuelles et que vous êtes entre guillemets limité par le nombre de personnes que vous allez avoir, il y a des moments de travail qui sont forcément incompressibles. Quels sont un peu les objectifs de croissance? Est-ce que c'est une fin en soi? Est-ce que là tu nous disais que la croissance était un peu équilibrée ou en tout cas stabilisée, ouais. Comment tu l'expliques? Et puis et est-ce que c'était pas normal finalement d'arriver à cet équilibre-là? Si, c'est normal. Et je pense, alors, il y a plusieurs raisons qui font que ça se stabilise. Déjà, la première chose, c'est que on est aujourd'hui notre offre. Donc on a 3 offres, mais globalement nos offres, c'est des offres one shot. Ce que j'appelle one shot, c'est en fait on t'accompagne. C'est une prestation qui dure 3-4 mois et après ça s'arrête. Ouais, t'as pas de service après-vente. Et j'ai pas du coup de revenus récurrents. Ce qui fait que c'est un calcul assez simple, hein, c'est je fais rentrer tant de leads par mois dans Bulldozer, j'ai un taux de conversion qui est de temps, donc à la fin je sais que au maximum j'aurai tant de clients par mois, et vu que mon revenu de toute façon tous les 3 mois il faut qu'il soit renouvelé, en fait j'ai atteint un maximum, et après en fait c'est aussi simple que ça, tu vois, c'est en fait j'ai un revenu maximum. Plusieurs trucs pour continuer la croissance. Déjà, aujourd'hui, 80% de nos clients, ils viennent de mon LinkedIn. Donc, si on veut avoir plus de prospects, soit il faut que je ramène plus de clients de LinkedIn, mais bon, il y a un moment donné où en fait, c'est pas mon LinkedIn qui va ramener, tu vois, il n'y a pas une croissance infinie, quoi. Soit on ouvre de nouveaux canaux d'acquisition. Donc, en fait, moi là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je combine aussi avec le podcast, YouTube, etc. Et puis là, on est en train d'essayer de lancer un chantier outbound, donc démarchage. Ok.
Voilà. Donc, email, téléphone, etc., etc. Donc, on ouvre ce canal-là en se disant, bah, c'est un élément qui va faire rentrer plus de prospects. Ça, c'est déjà la première partie. Et la deuxième partie, c'est travailler sur des offres avec du revenu récurrent. Ouais. Parce que le revenu récurrent, ça s'empile. C'est clair. Voilà. Donc, en fait, au moment où on enregistre, on n'a pas encore annoncé, mais ça va venir. Peut-être que d'ici la diffusion, on aura annoncé ça, mais on est en train d'ouvrir des nouveaux collectifs. On est en train de lancer des nouveaux collectifs, et en fait, on est en train de lancer des nouveaux collectifs sur des offres plus spécifiques. Donc, par exemple, une offre spécialisée en SEO, une offre spécialisée en création de contenu, un collectif spécialisé en gestion de canaux payants, un autre sur de la data, un autre sur etc., etc. Et en fait, ces modèles-là, ils ont vraiment un modèle récurrent. C'est-à-dire que gestion des canaux payants, bah, c'est de la gestion de canaux payants, donc dans la durée. C'est tous les mois, on t'accompagne dans la gestion. Ton SEO, c'est tous les mois, on va te créer du contenu, on va te gérer ta stratégie, tous les mois, etc., etc. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a créé des nouveaux collectifs et pas des nouvelles offres ? En fait, il y a plusieurs choses. C'est que nous, déjà, on avait envie de s'associer avec des entrepreneurs. Donc, en fait, aujourd'hui, à la tête de chacun de ces collectifs, eh ben, il y a des co-founders de collectifs avec qui, en fait, on est associés. D'accord. Et où, en fait, l'idée, c'est de se dire, on va travailler tous ensemble sur... Encore une fois, l'expérience Bulldozer. Donc, nos apprentissages chez nous, on va les transmettre à d'autres et inversement. Nous, aujourd'hui, sur nos prestations, en fait, il y a beaucoup de nos clients, on découvre qu'il faut absolument passer du temps sur le SEO. Et nos clients nous disent, bah, vous avez des gens à nous recommander sur le SEO? Bah oui, ils sont juste là, tu vois. Ouais. Et donc, on va pouvoir se faire des passes, etc. Et donc, tu vois, pour nous, l'idée, c'était vraiment de pouvoir se dire, on s'associe avec des gens qui travaillent de manière indépendante, qui cherchent vraiment à développer le truc, vraiment des entrepreneurs qui veulent monter un business, qui veulent monter un collectif, mais sauf que, ben, ensemble, on est beaucoup plus fort. Et donc, aujourd'hui, tu vois, les stratégies qu'on emploie pour continuer notre croissance, en fait, c'est celle-là, quoi. Ouais, c'est un peu une stratégie d'agency studio, finalement. Exactement. Alors, bah, tu vois, moi, j'appelle ça un collectif studio. Ouais, ouais, bien sûr. Bah oui, je pense que c'est très bon terme. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et effectivement, ça vous permet de créer, de s'auto-alimenter, entre guillemets. Exactement. De passer les clients et d'avoir vraiment finalement une proposition de valeur un peu 360. Alors, c'est un mot un peu... Oui, mais c'est exactement ça. Mais c'est exactement ça, ouais. Ouais. Et alors, justement, au regard de ça, est-ce que tu as un peu réfléchi aux difficultés auxquelles tu risques de te confronter, plus de personnes, plus de collectifs, plus d'indépendance, toujours dans cette optique de garder finalement une culture d'entreprise commune. Est-ce que tu as un peu réfléchi aux barrières auxquelles tu risques de te confronter pour déployer une telle stratégie? Oui, mais en fait, on y a réfléchi immédiatement et on s'est tout de suite posé la question de « Ok, ce serait quoi les solutions qu'on pense les plus pertinentes pour éviter de tomber là-dedans ?» Parmi les éléments, je t'en donne un. On a beaucoup réfléchi à est-ce que ces collectifs, ils s'appellent Bulldozer ou est-ce qu'ils s'appellent autrement, par exemple. Ouais. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est conserver quand même le fait que on est en train de créer une marque. Et le fait d'avoir une marque, ça veut dire que, et encore une fois, tu as l'homogénéité de la customer experience. Je travaille avec le collectif A, je travaille avec le collectif B. En fait, mon expérience, elle est très très high level dans les deux cas. Je vais pas être déçu. En fait, il y a ce truc de tu sais, parfois t'achètes des trucs, c'est plus cher, mais tu les achètes parce que tu sais que tu vas pas être déçu, en fait, tu vois. Et tu vois, c'est un peu le truc avec je te donne l'exemple des hôtels, tu vois, le groupe Accor, ils ont les Ibis, les Ibis budget, les Ibis machin, les Sofitel, peu importe. Et en fait, parce que c'est Accor, tu te dis bah oui, mais derrière c'est Accor, c'est carré, tu vois. Et en fait, je vais pas me prendre la tête à aller faire un petit truc, tu vois, bon, je vais payer 20 balles de plus ma nuit, mais au moins je serai chez Accor, je sais ce que je vais avoir, tu vois, c'est carré, machin. Et tu vois, nous, on essaye un peu d'avoir ce même genre d'approche. Et donc, parmi les éléments sur lesquels on a beaucoup débattu, c'est, bon bah ok, est-ce que du coup, on appelle les collectifs différemment? Est-ce qu'on les appelle Bulldozer, etc. La solution qu'on a trouvée, c'est, il faut qu'il y ait un peu une marque chapeau qui soit Bulldozer, et ensuite t'as un collectif growth, un collectif paid, un collectif machin, et donc ça s'appelle Bulldozer growth, Bulldozer paid, Bulldozer SEO, Bulldozer machin. Mais pour que les prospects, etc., ils se disent ah mais c'est Bulldozer. Ouais, bien sûr. Tu vois, ah mais c'est Bulldozer. Et donc, tu vois, on a anticipé les problématiques de
Ouais, mais en fait, du coup, on veut te faire profiter de la marque, et en fait, t'as un nom indépendant, et du coup, on t'en fait pas profiter. Ouais. Déjà que le branding, c'est dur. Exactement. Et donc, tu vois, ça a été des espèces de sujets où on s'est tout de suite dit, attendez, en fait, là, il va falloir qu'on prenne des décisions stratégiques, ou même dans la manière de gérer notre association. Tu vois, ça aussi, c'est un énorme conflit, c'est le conflit d'associés. Ouais. En fait, au début, t'es excité, machin, nanan, et puis en fait, quand il y a les problèmes, tu te dis, attends. Et en fait, on s'est posé autour de la table et on s'est dit, comment est-ce qu'on s'associe ? C'est un point hyper important. Et donc, en fait, j'ai envie de te dire, on a essayé de désamorcer un maximum de problèmes. Après, bien évidemment qu'on va être confronté à des problèmes, c'est la vie. Et je t'avoue que dans mon état d'esprit, j'évite de trop anticiper des problèmes. Parce qu'en fait, il s'avère que la grande majorité du temps, tu passes beaucoup plus de temps à envisager les problèmes qu'à effectivement les avoir, parce qu'il y en a plein, en fait, tu les as pas. Ouais, c'est clair. Tu vois ? Et donc, je veux pas trop être dans l'anticipation, je veux être dans ce truc de je vis l'expérience, je donne le maximum, on va tomber sur des problèmes, on est une team, on réglera ça ensemble. Voilà. Ouais, bien sûr. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu fais encore des prestations en tant que freelance, ou tu es 100% à le suivi d'exécution du groupe maintenant finalement Bulldozer ? Alors, je gère 2 clients en direct. D'accord. Qui sont des clients en fait que j'ai depuis le début de Bulldozer. Ok. Et donc en fait c'est pour ça que je continue de travailler avec eux. C'est parce que en fait je prends plus de nouveaux clients parce que je peux plus. Mais eux en fait, je sais pas, j'ai une vraie relation avec eux. Et donc même si aujourd'hui j'ai moins de temps, je me vois pas en fait leur dire désolé, j'ai pas le temps, je vais vous mettre quelqu'un d'autre dans les pattes, tu vois. Non, il y a une relation de confiance qui s'est mise en place. Et donc et je les aime beaucoup en plus. Donc en fait j'ai envie de continuer à bosser avec eux. Mais après, donc aujourd'hui mon rôle c'est une partie, on va dire, j'ai trois pans dans mon rôle. La première, c'est je gère ses clients. La deuxième, c'est je m'occupe de toute la partie marketing, génération de leads pour Bulldozer, donc notamment via la création de contenu. Et j'ai une troisième partie qui est, on va dire, support global du groupe, on va appeler ça comme ça, où du coup je travaille sur identifier les bons entrepreneurs avec qui s'associer, travailler sur les éléments de customer experience, travailler sur des éléments, je sais pas, juridiques, administratifs, financiers, etc. Enfin voilà, tu vois, un peu cette espèce de mix de plein de choses où en fait t'as tout le temps des petits chantiers qui apparaissent et du coup moi je participe à ces choses-là. Globalement les chantiers stratégiques, je suis impliqué quoi. Ouais, bien sûr. Alors d'ailleurs je vous invite à le suivre sur LinkedIn parce que pour être consommateur de son contenu, c'est toujours très activable, très intéressant et bien documenté. Merci beaucoup. Je t'en ai fait part d'ailleurs une fois quand tu avais posé un peu la question de ce qui intéressait les gens sur ce que tu pouvais publier, et effectivement dans cette jungle qui est devenue LinkedIn c'est parfois compliqué de trouver des choses qui sont vraiment on va dire factuelles et voilà, et c'est ce à quoi tu t'attaches, donc c'est toujours très intéressant. Donc je vous invite à aller voir ça. Merci beaucoup. Mais on aura l'occasion d'en discuter à la fin de notre échange. Alors justement, avec toute cette expérience que tu as pu accumuler, aussi bien avec tes premiers business que Germinal et maintenant Bulldozer, si tu devais recommencer from scratch, qu'est-ce que tu ferais ? Alors bon, il s'avère que moi j'ai recommencé from scratch il y a pas longtemps. Tu vois ? Tout à fait. Et en fait, tu vois, donc je vais me reprojeter en 2017 quand j'ai monté ma première boîte. Et les erreurs que j'ai pu commettre, etc. Et où, tu vois, je me dis, si cette boîte, je devais la recommencer, comment est-ce que je m'y prendrais ? La première chose, c'est pour moi, il y a une vraie distinction à faire entre B2B, B2C. On ne commence pas de la même façon d'un côté ou de l'autre. Notamment sur les leviers que tu peux activer. Donc, bien évidemment, si je commence from scratch, je vais m'attacher à des leviers gratuits au début, parce qu'on va partir du principe que j'ai pas levé de l'argent et j'ai pas d'argent. Ok. Ce qui est souvent le cas quand même. Bah oui, voilà, c'est pour ça que je parle de ça. Je dirais que la première chose à faire, c'est créer du contenu. Créer du contenu, ça c'est vraiment un truc audience first. Tu sais, il y a un peu ce truc, même les ricains ils disent ça, de l'audience avant le produit. Je pense que c'est vrai. Et si c'était à refaire, effectivement, je ferais ça. Et quand je parle d'audience, je parle pas forcément de devenir un influenceur et d'avoir des followers. Je parle de, tu vois, en B2B par exemple, se créer une audience, ça peut être,
contacter des gens en leur disant j'aimerais je sais pas, démarcher des gens en fait, les appeler, leur écrire, machin, essayer de comprendre, etc., comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce que mon produit peut s'intégrer dans leur boulot, enfin je sais pas, tu vois, mais il y a vraiment ce truc de se créer une audience, se créer un réseau. Et d'ailleurs, je dois dire que moi, en 2017, il y en avait beaucoup, tu vois, que j'entendais dire il faut absolument développer son réseau, machin, et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à comprendre ce que ça voulait dire développer son réseau. Mais en fait, développer son réseau, c'est aller au contact des gens, créer la conversation et apporter de la valeur aux gens. Et bon, tu vois, apporter de la valeur, les gens, tout le monde dit il faut apporter de la valeur et tout, mais en fait, je sais pas, moi, quelqu'un qui m'écrit et qui me dit ah oui, Jordan, j'ai vu que tu faisais ça chez Bulldozer, je suis tombé sur cet article et en fait, je me suis dit que c'était ça pouvait t'intéresser pour telle raison, et juste la personne elle m'envoie cet article, je vais me dire wow, trop cool, tu vois, c'est clair. Enfin, juste trop sympa. Et c'est tout. Et en fait, développer son réseau, c'est déjà juste faire ça, tu vois. Ah tiens, je pense que ça peut l'aider. Ah tiens, je pense que ça peut machin. Et tu vois, d'une certaine façon, moi par exemple avec ma chaîne YouTube ou voilà, j'ai développé mon réseau, mais la majorité des gens de mon réseau, je les connais pas. Bien sûr. C'est celle-là la réalité. Donc déjà il y a cette partie-là, et si je faisais du B2C, tu vois, donc e-commerce, si je reprends l'exemple du e-commerce, c'est créer du contenu sur Insta, TikTok, etc., globalement la création de contenu. Après, je pense qu'il y a effectivement, tu vois, j'en parlais sur le côté téléphone, etc., je pense que un truc majeur, c'est se confronter à son marché. Ça, je l'ai mentionné vite fait tout à l'heure, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le font pas suffisamment et qui n'acceptent pas suffisamment le fait qu'il n'y ait pas un marché pour ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, vraiment, se confronter au marché, et tu vois, limite dépenser de l'argent pour valider mon marché. Donc lancer je sais pas, tu fais du e-commerce, tu lances des pubs sur Insta avec un petit budget. Tu vois, est-ce que ça déclenche des achats, est-ce que ça déclenche des visites, est-ce que ça, tu vois, tu mets une petite chatbox sur ton site, et puis quand les gens y viennent, t'essayes de déclencher la conversation avec eux pour essayer de comprendre ce qui se passe dans leur tête, t'essayes de les avoir au téléphone, enfin, tu vois, essayer vraiment de déclencher ce truc de parler à son marché. Je pense que c'est hyper important. Et tu vois, en fait, le truc, c'est, bon, encore une fois, Unfair Advantage, j'avais mon audience sur LinkedIn, mais un des premiers trucs que j'ai fait pour Bulldozer, c'est, on lance Bulldozer. Et en fait, est-ce que de dire ça génère de la demande? Ouais, bien sûr. Tu vois, en fait, c'est tout. Et on lance Bulldozer, machin, nanana. Et puis, on s'est pris une vague de demandes et on s'est dit, a priori, il y a un marché pour ce qu'on est en train de faire, tu vois. Et accepter le fait que, tu lances ton truc, ça intéresse personne. Bon, peut-être que je suis en train de me planter, quoi. Ouais, puis à l'inverse, faut savoir quand même poser les bonnes questions, parce que si quelqu'un te dit oui, ton produit m'intéresse, mais si le jour où il faut mettre la carte bleue, on rentre pas les numéros, c'est qu'il n'y a pas de marché. Exactement. Et d'ailleurs, je recommande la lecture d'un bouquin qui est The Mom Test. D'accord, oui. Qui est un petit bouquin, mais je pense que pour beaucoup de personnes, c'est un peu le réveil de waouh, c'est vrai quoi. Et tu vois, il donne l'exemple de ouais, ok, je veux faire une application de recettes sur iPad. Et en fait, tu vois, tout le challenge, c'est de se dire comment est-ce que je peux valider le marché auprès de ma mère, qui, tu vois, forcément les mamans, elles vont être oui, mais c'est super ce que t'es en train de faire, etc. Tu vois. Et du coup, le Mom Test, je trouve que c'est un truc intéressant, c'est comment est-ce que je peux valider mon marché auprès de ma mère? C'est quoi les bonnes questions à lui poser pour que, en fait, j'ai des vraies réponses? Tout à fait. Et je trouve ça hyper intéressant. Les questions sont super bonnes. Donc, je pense que si j'avais pas les compétences que j'ai aujourd'hui, etc., je lirais ce bouquin et j'irais me confronter à mon marché. Tu vois. Et tu vois, dans la première boîte que j'ai montée, je vais raconter une petite anecdote, et je pense que ça a été un élément vraiment déclencheur de plein de choses derrière. Donc moi, Grégoire Gambato, qui est ancien CEO de Germinal, je l'ai rencontré, il était salarié d'un espace de coworking à Grenoble. D'accord. Et donc moi, je décide de monter une boîte, j'ai pas de réseau, je connais personne, je connais pas l'entrepreneuriat, le marketing, tout ça. Je me dis, je vais aller bosser dans un espace de coworking, je rencontrerai des gens, et puis voilà. Je rencontre Grégoire. Et puis, donc je monte ma boîte, je passe un peu des détails, mais super fit humain entre nous, il suit un peu ce que je fais, etc. Et puis il y a un moment donné où il me dit, mais
en fait, tu penses là que tu pourrais... parce que du coup, moi, bien évidemment, j'ai commencé à me dire, je vais bosser pendant 1 an sur mon produit et puis après, je vais le marketer. Oui. Évidemment. Le classique. Le classique. Je ne sais pas développer, je ne suis pas développeur, donc je vais me former au développement pour développer mon SaaS. Tu vois. Ne faites pas ça. Bon, maintenant, il y a les outils no-code, donc ça va plus vite. Et en fait, il y a un moment donné, il me dit, mais tu penses que tu pourrais vraiment faire du business avec ce truc-là? Et je lui dis, franchement, grave, tu vois. Il me dit, bah vas-y, je te lance un challenge, tu fais 1 000 € de chiffre d'affaires pour la semaine prochaine. Ok. Tu vois? Et en fait, je me suis dit, c'est quoi, je vais lui montrer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, naturellement, mon esprit, il s'est tourné vers où est-ce que je peux trouver de l'argent facilement? Où est-ce que je peux vendre mon truc le plus facilement possible? J'ai pris mon téléphone et j'ai fait du démarchage téléphonique comme ça, comme un porc. À pitcher mon truc, à pas y arriver, à tout le temps avoir les mêmes questions. Donc, je reçois tout le temps les mêmes questions. Je me dis, ah tiens, putain, attends, c'est vrai qu'il faut peut-être que t'adresses ce point-là. Ouais. Puis après, du coup, j'adresse le point, je vois que j'avance un peu plus dans mon pitch, et puis machin, et nanana. Et la semaine d'après, j'ai fait 5 000 € de chiffre d'affaires. Ok. Ah ouais. Et donc, je débarque en lui disant, tu vois, j'ai fait 5 000 € de chiffre d'affaires et tout machin. Et ce truc-là, ça a été un énorme déclencheur où je me suis dit, mais en fait, on s'en fout de ton produit. T'es en train de vendre un truc, tu peux le bricoler là à la main, tu peux faire ton truc à la main en attendant et financer le développement de ton produit. Et j'ai eu cette énorme chance. Et du coup, aujourd'hui, j'ai ce réflexe. Quand les entrepreneurs ils viennent me voir avec une idée, machin, je leur pose tout le temps cette question. C'est, mais tu penses que tu peux faire 1 000 € de chiffre d'affaires pour la semaine prochaine? Et je me dis, si jamais ça peut déclencher la même chose chez eux, franchement, c'est tout bénef, tu vois. C'est clair. Ouais. Donc voilà. Ouais, super, ça, effectivement, un très bon conseil, je pense, d'aller dans l'activable tout de suite et le tester. Et en fait, c'est au fur et à mesure que tu vas un peu trouver ton product market fit et complètement. La solution de base est forcément jamais la bonne du premier coup, c'est très rare en tout cas. Et c'est effectivement en se confrontant aux besoins des uns et des autres que tu vas l'affiner pour tendre à la bonne, la bonne version. Mais ça, de toute façon, on le retrouve dans tout. Donc au final, mais il faut quand même l'accepter et le faire, quoi. Mais c'est très difficile à accepter. Ouais. Et heureusement, tu vois. Donc ça peut être un défaut à certains moments, mais là ça a été une qualité, ça a été mon orgueil. Tu vois, c'est mais tu penses que tu peux faire 1000 balles? Bah bien sûr que je peux. Bah vas-y, prouve-le. Et moi j'étais là, putain. Ouais. C'est quoi, je vais lui montrer, ouais. Et ce truc là, ça a été un énorme déclencheur de non mais en fait je vais me prendre des portes, mais c'est pas grave, je vais lui montrer que j'y arrive, tu vois. Je vais lui montrer que comment ça en fait il m'a challengé, je vais pas y arriver, c'est hors de question que j'y arrive pas, tu vois. Et c'est ce truc-là où tu te prends des portes et tu le vis pas du tout de la même manière. Parce que tu sais que t'as cet objectif à atteindre, tu vois. C'est clair. Très bon conseil. Merci. Est-ce qu'il y aurait un échec que tu as pu connaître, quelque chose un peu de retentissant sur lequel tu as su capitaliser? Alors, pas forcément chez Bulldozer, mais effectivement un peu comme tu disais sur tes expériences passées, mais en tout cas qui t'a marqué et que tu aimerais un peu partager les enseignants? Alors, il y a une... C'est des échecs très spécifiques, mais je vais quand même, je vais en partager deux, un en tant qu'entrepreneur et un en tant que salarié. Ok. Je vais commencer par salarié parce que j'ai déjà abordé le sujet. C'est, je pense que quand on a l'état d'esprit entrepreneur, en fait, on sera jamais mieux servi qu'en tant qu'entrepreneur. En fait, c'est un peu particulier à dire, mais moi, ça a vraiment été une énorme claque que je me suis pris le jour où en fait j'ai réalisé que j'étais pas cofondateur de Germinal. Et ça peut paraître hyper bête, mais capitalistiquement, c'était clair et net que j'étais pas le cofondateur, tu vois. Mais j'ai mis trop de temps à accepter ce truc-là. Et en fait, et je parle, tu vois, j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui ont été premiers salariés de start-up, croissance, etc., etc. Tout le monde a vécu la chose de la même manière. C'est-à-dire que tous les gens à qui je parle, qui ont été premiers salariés, start-up, machin, nanana, à un moment donné, il y a cette frustration de putain, j'ai réalisé que j'étais pas cofondateur. Et en fait, j'ai réalisé que c'était pas ma boîte. Et en fait, à ce moment-là, tu vois, c'est vraiment une espèce de désillusion et tu te mets à être aigri, etc., etc. Et en fait, je pense qu'il faut tout de suite accepter, tu vois, tout de suite être honnête avec soi-même, etc. Et puis, en fait, si t'as envie d'entreprendre, ben, en fait, faut entreprendre, quoi. Et il y a rien d'autre que l'entrepreneuriat qui peut, tu vois. Donc ça a été je dirais que ça a été mon premier échec, mais bon, tout est relatif, mais ça a été quand même un moment assez particulier à vivre. Alors le deuxième du coup que je peux faire en lien, c'est petite parenthèse, mais c'est un échec qui a été surtout un gros apprentissage, tu vois, c'est en fait dans l'entrepreneuriat, c'est pas qu'une affaire, tu vois, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat pour la liberté, etc. Je trouve que c'est une manière très politiquement correcte de dire l'argent.
On va être honnête. Ouais. Moi, j'entreprends pour la liberté. Ah ouais, comment tu vas faire pour avoir cette liberté? En gagnant de l'argent. Yes, donc tu veux de l'argent. En fait, tu vois, quand j'ai lancé mon store de dropshipping, j'ai réalisé qu'en fait, l'argent c'est sympa, mais c'est pas. Tu vois, en fait, il y a plus que ça. Et tu vois, donner du sens et tout, c'est un peu bateau de le dire, mais bon, voilà. Bon, et par contre, le gros échec qui a été la raison pour laquelle j'ai arrêté ma première boîte, c'est très spécifique comme cas, mais je déconseille absolument à tout le monde de monter une boîte qui, en fait, est basée sur un marché lié à de la politique et globalement des éléments politiques. Je vais préciser. Moi, ma première boîte, elle était, en gros, j'ai monté une agence artistique. D'accord. En ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agences d'artistes, c'est globalement un business de gens qui font du sales. Tu vois, je suis agent, je passe ma vie au téléphone à négocier des contrats, etc., etc. Moi, je me suis dit, je vais arriver à automatiser tout ce travail-là et à le digitaliser. Okay. Et donc, en fait, tu vas avoir... moi, mon taf, ça va être de démarcher des gens, mais de manière automatisée, tu vois, avec, je sais pas, du call d'email, machin truc. Et ensuite, derrière, je vais arriver à créer du contrat de manière automatisée aussi, etc., etc. Puis moi, je vais prendre ma com, puis blablabla. Tu vois, je m'étais dit, je vais arriver à automatiser ce taf. Bon. Le truc, c'est... Donc les agents d'artistes, ils tapent vraiment le haut du panier des artistes. Ouais. Moi, je peux pas avoir accès à ces gens-là. J'avais accès au milieu du peloton, tu vois. Et en fait, mon marché principal, ça a été du coup le milieu du spectacle. Okay. Et le milieu du spectacle, en fait, c'est un milieu qui est quasiment à 100% financé par l'argent du ministère de la Culture. Et les décisions du ministère de la Culture. Et donc, en fait, moi, j'ai gagné 100 000 euros en 3 mois. C'était génial, etc., etc., tu vois. Et puis, il y a un jour où il y a eu une décision du ministère de la Culture qui a tué mon marché. Et en fait, du jour au lendemain, je faisais plus de chiffre d'affaires, plus personne, en fait, était intéressé par ce que je faisais. Ouais. Et en fait, ma boîte est morte à cause de ça. Parce que, en fait, j'avais basé tout mon marché sur un marché qui est régi par de la politique, de l'argent public, etc. Et en fait, le jour où les vannes de cet argent public n'existent plus, ton marché, il n'existe plus. Ouais. Et tu n'as absolument aucun pouvoir là-dessus. Et en fait, moi, c'est pour ça que ça a été un énorme échec. Ça a été de trop m'appuyer sur, en fait, un marché où, tu vois, il y en a beaucoup, et tu vois, ça a été le cas avec le CPF. Les business qui vraiment se créent autour du CPF en se disant putain le gouvernement il a ouvert les vannes, super, et puis en fait le jour où le gouvernement il ferme la vanne du CPF, les business ils meurent. C'est clair. Et donc tu vois, cette expérience du CPF, cette expérience tu vois avec le truc culturel, en fait il y a des opportunités à prendre avec de l'argent public d'un point de vue financier, mais faut pas monter des business dessus. Vraiment, ça pour moi, ça a été un énorme échec. C'est-à-dire que je me disais super, j'ai de la croissance et machin et nanan, et puis du jour au lendemain, plus un seul euro de chiffre d'affaires, mais zéro. C'est-à-dire que en 3 mois, je fais 100 000 euros et après ça, je fais plus jamais un seul euro. Ça vraiment, ça a été et tu vois après, et tu vois, c'est vraiment, je suis face à un géant, je peux rien faire quoi. Ouais, je peux rien faire. Ouais. Au final, tu dépendais de quelque chose que tu contrôlais pas. J'appelais les gens qui étaient mes clients hier et ils me disaient je peux rien faire. Tu fasses quoi? Ils ont coupé les vannes. Vraiment pas d'argent. Tu sais, mais moi oui, ok, c'est sympa ce que tu me dis, mais en fait moi mon argent, c'est l'argent que me donne l'État et l'État il me donne plus d'argent. Je fais quoi? Ouais. Compliqué. Voilà. Donc ça a été un gros échec et qui m'amène à donner un conseil. Voilà, faites gaffe à votre dépendance à l'argent de l'État. Ouais, c'est clair. Écoute, c'est super intéressant. J'aurais une autre question. Est-ce que tu es familier avec le concept du aha moment, le moment où tu as une éclaircie et tu comprends enfin quelque chose et que tout s'aligne et tu comprends une globalité d'une succession de conséquences de choses. Est-ce que ça t'est déjà arrivé et sur quoi ça l'a porté? J'en ai eu pas mal. Ouais. J'en ai eu pas mal. Je dirais que, alors c'est très personnel et je pense que ça va être bateau pour beaucoup de personnes, mais je me dis finalement peut-être pas tant que ça parce qu'il y a peut-être plein de gens qui ont raisonné comme moi. Je pense qu'il faut, tu vois, moi le moment où j'ai eu un peu un espèce de aha moment, ça a été le moment où j'ai compris l'importance du personal branding et du contenu, etc. grâce à Grégoire. Avant ça, je pensais que c'était du bullshit.
Ok. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, et tu vois même sur LinkedIn, etc., qui se disent tout ça c'est du bullshit, tout ça génère pas de business. En fait les gens ils nous disent que ça génère du business, c'est juste des gros menteurs, tu vois. Et il y a beaucoup de gens, tu vois, par exemple sur LinkedIn, tu sais, t'as beaucoup de posts de gens qui disent j'en ai marre des freelances et des solopreneurs qui nous font croire qu'ils gagnent 10 000 euros par mois. Guess what? Ils gagnent vraiment 10 000 euros par mois en fait, tu vois, genre moi je les connais personnellement, je sais exactement combien ils gagnent plus de 10 000 euros par mois et je peux te le dire en fait, c'est voilà. Et les gens en fait ne veulent pas y croire parce que ouais mais ça c'est du bullshit, c'est du marketing, etc. Moi encore une fois, petite anecdote, hein. Grégoire un jour confinement, il décide de lancer sa formation sur LinkedIn, sur comment faire de l'influence LinkedIn. Je veux dire, il fait un post LinkedIn pour dire ça y est, j'ai lancé ma formation. Le lendemain, il y avait 50 000 balles sur le compte en banque. Ouais. Ouais, il y avait une grosse audience à l'époque. Hein. Oui. Mais c'est là que tu as ce aha moment de ah, mais d'accord, créer une audience, ça fait ça en fait. Et tu vois, lui, derrière, il disait bon, 50 000 balles le premier jour et tout. Et les gens qui disaient bullshit, machin, non, moi j'ai vu l'argent sur le compte, je peux t'assurer qu'il y avait 50 000 balles. Je peux t'assurer, tu vois. Et à la fin de la semaine, il y en avait 100 000. Et le seul canal qu'il a utilisé pour promouvoir sa formation, c'est sa page LinkedIn, tu vois. Donc tu te dis, mais là, à ce moment-là, tu vois, t'as le aha moment de ah, mais d'accord, mais développer une audience, en fait, ça permet ça. Et tout le monde le dit, faut créer une audience, machin, nan. Et en fait, le jour où t'es confronté à cette réalité-là, t'as le aha moment de ah, mais d'accord, en fait, c'est ça, tu vois, la création d'audience. Et globalement, si je step back un peu, le côté faire du marketing, beaucoup de gens se disent oui mais faire du marketing c'est du bullshit, machin, nanana. Mais parce qu'ils ont en tête des gens qui font vraiment du bullshit, tu vois, je sais pas, des marques qui font du greenwashing, des machins. Mais en fait, tu peux faire du marketing de manière très clean, en fait, tu vois. Et je pense que ça revient aussi un peu à l'étymologie du mot marketing qui a été un peu oublié, mais c'est marketing, ça veut dire, en fait, tu vas faire quelque chose pour le marché. Tu vois, tu fais les choses pour le marché. Et on en revient un peu à ce truc de il faut identifier le bon marché, etc. Beaucoup de personnes oublient de se confronter à leur marché, et je pense qu'ils oublient de se confronter à leur marché parce que ils se mettent à réaliser ah mais là je suis en train de faire du marketing et le marketing c'est du bullshit. Non, en fait t'es en train de résoudre un problème sur ton marché, etc. Moi j'ai mis beaucoup de temps à réaliser ça. Donc ça c'est le deuxième point qui est très lié au premier, c'est pas sous-estimer l'importance du marketing et l'importance de la communication et du fait de communiquer de manière régulière, et la création de contenu ça en fait partie, etc. Et après le deuxième aha moment, je mets ça dans un espèce de gros groupe, c'est hyper boring, je suis désolé de dire ça, mais il y a plein de choses qui sont répétées à travers le temps qui semblent des basiques, tu vois, où vraiment tu les lis et tu fais oui bon ça va, je suis au courant, c'est plutôt basique comme truc. Et puis en fait il y a un moment donné où t'es confronté à un truc et t'as l'espèce de aha moment de putain, mais en fait, c'était ça. En fait, ce truc qu'on me répète depuis 10 ans et que je me dis, mais en fait, c'est super boring, c'est basique, etc. En fait, là, t'as une espèce de réalisation de, putain, mais en fait, ils avaient raison. Depuis tout ce temps, en fait, ils avaient raison, tu vois. Et donc, tous les trucs un peu basiques tu vois, là, en ce moment, par exemple, moi, j'ai eu des réalisations un peu dernièrement qui ont été, par exemple, sur le fait que vision court terme versus long terme. Et que naturellement, quand tu te mets à raisonner de manière long terme, tu vis les échecs court terme de manière complètement différente. Ou normalement, tu vois, moi les échecs court terme, je les vivrais vraiment en mode je peux pas dormir de la nuit, ça a un énorme impact, etc. Maintenant, je vis l'échec court terme et je suis en train de me dire attends, mais dans un an, tu repenseras à cet événement, tu te diras quoi? Et en fait, qu'est-ce que tu vas faire là sur la prochaine année pour que dans un an, cet événement-là, tu te dises franchement, c'est une chance que ce truc-là, il me soit arrivé. C'est basique. Mais en fait, c'est extrêmement difficile parce qu'on est tous drivés par des enjeux qui sont très court-termistes. Et tu vois, ça fait partie des éléments très boring, basiques et tout, que tout le monde dit, il faut penser long terme, blablabla. Et puis en fait, il y a un jour où t'as un espèce de moment où tu te mets à penser de cette façon-là et tu vois que tout change et tu te dis, putain, mais en fait, il me disait ça, mais c'était pour cette raison-là. En fait, c'est ça que ça veut dire, etc., etc., tu vois. Et donc, je pense que vraiment, capter les basiques que les gens répètent encore et encore. Et tu vois, notamment, un des trucs aussi que je me mets à réaliser, c'est,
ce que moi j'appelle le boring work. Le boring work, c'est tous les trucs, ça peut paraître un peu chiant et répétitif, mais en fait, ce qui fait vraiment la réussite d'une boîte, c'est que t'arrives à identifier un truc qui fonctionne et que ensuite tu fasses ce truc-là encore et encore et encore et encore et encore pendant très longtemps. Et on est tous pris par un truc qui est le shiny object. Tu vois, l'objet brillant, c'est j'ai trouvé ce truc là, ça fonctionne bien, ouais, c'est cool et tout machin. Il y a ce truc qui fonctionne, vas-y, je vais faire ce truc là. Et en fait, t'avais un truc qui fonctionnait. Et en fait, tu l'as oublié parce que ça commençait à devenir un peu chiant de faire tout le temps la même chose. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est quand même beaucoup, tu vois, et ça, c'est une réalisation que j'ai eue il y a pas longtemps, c'est que c'est faire beaucoup de fois des trucs très chiants. Et se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est aussi accepter ça. Parce que tu sais, on voit les entrepreneurs, il y a le truc un peu brillant, où tu te dis, c'est sexy, et puis LinkedIn, et puis la presse, et puis machin. En fait, non. La majorité du travail, c'est boring. Et ce truc-là, faut accepter. Donc, c'est des aha moments qui sont pas hyper, encore une fois, hyper brillants et tout machin. Mais la réalité, c'est que chez moi, les gros aha moments, ça a été ça, quoi. Mais c'est ce qui est le plus dur au final, parce qu'en fait, là, tu n'as pas de structure, tu n'es pas dans une entreprise où tu as des managers qui te fixent des objectifs et qui te cadrent dans ton travail. Là, t'es ton propre responsable. Et donc, effectivement, libre à toi de rester focus ou d'aller te disperser sur tout un tas de différentes solutions, ou voilà, et puis en fait, perdre un peu. Et tu vois, le truc typique, c'est les outils. Tu vois, il y a ce nouvel outil, c'est génial et tout. En fait, t'as un truc qui marche. Enfin, t'as un truc qui marche, t'as même pas atteint les limites. T'es en train d'anticiper les limites. Et déjà, va au truc, ça se trouve, tu vas jamais les atteindre, les limites. Fais ton truc non-stop, tu vois. T'as fait ton truc non-stop. Et tu vois, pour moi, l'exemple typique, c'est le démarchage téléphonique, tu vois. T'as des business entiers qui se construisent sur du démarchage téléphonique tous les jours, tout le temps, machin, et ça fait 20 ans que c'est du démarchage téléphonique et ça fait 20 ans qu'ils ont de la croissance, tu vois. Est-ce que t'es prêt à vivre ce truc? Tu vois. Et peut-être qu'à un moment donné, tu vas pouvoir le déléguer, et c'est très bien, good for you, etc., etc. Mais en fait, tu vas devoir, avant de le déléguer, il va falloir que tu fasses pendant 6 mois ce taf-là, jusqu'au bout. Et après ces 6 mois, tu vas passer par une nouvelle phase où tu vas refaire un autre truc hyper boring pendant de nouveaux 6 mois avant de le déléguer. Et en fait, c'est ça, tu vois, l'entrepreneuriat. Réellement. Parfois, le nouveau est l'ennemi du bien. Vaut mieux. 100%. Vaut mieux faire avec ce qui marche bien, et puis on verra plus tard s'il y a des choses qui peuvent nous apporter effectivement des plus-values, mais se concentrer sur les actifs. Et tu vois, moi, une des raisons pour lesquelles aujourd'hui je sais que je vais m'investir pendant longtemps dans le développement de Bulldozer, et j'en avais parlé avec Enguerrand un jour. Un jour, en fait, avec Enguerrand, on s'est posé et je lui ai dit, je crois que je suis prêt à faire le boring work pendant longtemps là. Je crois que ça y est, j'ai eu le déclic. Je suis prêt à ça, quoi. Et il m'a dit, moi je crois aussi. Et en fait, le fait de pouvoir se le dire, franchement là, en fait, ça va pas être que du fun et du machin. On va faire des trucs chiants pendant très longtemps. Et c'est ok. On est prêt à le faire parce qu'on pense que ce qu'on fait c'est bien. Je pense que la clé elle est là, tu vois. Mais c'est bien de le dire parce que forcément sur les réseaux, alors aussi bien que ce soit sur LinkedIn pour la partie pro ou sur Instagram pour la partie un peu plus lifestyle, on voit que le côté shiny un peu comme tu disais juste avant. Donc et tu vois, je te prends l'exemple du podcast ou LinkedIn. En fait, se dire LinkedIn, poster tous les jours. Enfin, je veux dire, moi ça fait 1 an que je poste tous les jours sur LinkedIn. Mais tous les jours, tu te mets devant ton ordi et tu te dis qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui, tu vois, et t'y vas quand même. Et franchement, se poser tous les jours, machin. En plus, moi, c'est un process qui est un peu douloureux, le fait de poster sur LinkedIn. Les gens s'imaginent pas parce que j'ai une audience et que ça marche bien, etc., mais c'est un peu douloureux. Je suis prêt à le faire. Et encore. Et faire des vidéos YouTube, faire des scripts de vidéos, c'est un process un peu douloureux, mais c'est pas grave. Toutes les semaines, je vais sortir le truc et je vais pas m'arrêter. Faire un podcast, en fait, toutes les semaines, je vais faire un podcast et tout machin. Et en fait, c'est un process qui est un peu douloureux et c'est un peu chiant. Et en fait, et tu vois, c'est facile de faire 3 épisodes. Ce qui est difficile, c'est d'en faire 300. C'est clair. Tu vois. Mais en fait, c'est là que les gens y gagnent. Tu vois, Mathieu Stéphanie, je crois que littéralement, il y avait plus de 300 épisodes. Plus de 300, tu vois, 300 putain d'épisodes, non-stop. Toutes les semaines, tous les dimanches, bam, bam. Qui a fait ça? Et il a 2 podcasts. Il en a 2. Et tu vois,
qui d'autre que lui a fait ça? Et personne. Et c'est pour ça que ça marche. En tout cas, pas sur les formats longs. Exactement. Après, tu vois, il y a Pauline Léniaud qui... Et tu vois, typique, Pauline Léniaud, je trouve, entrepreneur sous-coté. Parce que, tu sais, on voit les gens, c'est les startups, c'est machin, c'est nain. Pauline Léniaud, elle est là depuis longtemps. Hein. Elle est là depuis un moment et elle a pas lâché l'affaire. Et tous les jours, elle est sur LinkedIn et toutes les semaines, elle a son podcast. Et en fait, tu prends un peu du recul sur LinkedIn, je crois, elle a 150 000 abonnés. Tu vois, genre, elle a 150 000 abonnés et son business, il est en train de se déployer. Et en plus, elle a machin. Et elle a pas lâché. Et bam, et bam, et bam. Et en fait, je suis convaincu qu'elle aussi, elle se dit qu'il y a une partie qui est hyper boring et tout. Mais c'est là que tu reconnais le fait que c'est une entrepreneur de dingue. C'est, elle a pas lâché l'affaire. Résilience. Totalement. Pour parler un peu botte secrète, on va dire, même si tu nous as livré déjà pas mal de choses, chez Bulldozer, à ton avis, qu'est-ce que vous faites qui vous permet de vous différencier de la concurrence et finalement d'être meilleur que le reste du marché? C'est notre modèle. En fait, c'est le modèle de collectif. En fait, je pense vraiment qu'aujourd'hui, c'est... Je vais mettre ça sous un gros chapeau qui est notre offre. Tu vois ? Parce que ça fait partie des arguments de notre offre, en fait. Mais je pense que l'élément différenciateur sur le marché qu'on a, c'est notre modèle, à savoir des collectifs. Le fait d'avoir accès à des top freelance. Le fait, tu vois, et je pense que c'est un super... c'est un truc qui est une botte secrète pour nos clients, mais aussi pour les freelances. C'est-à-dire que pour les membres de Bulldozer est une de leurs bottes secrètes. Tu vois, c'est-à-dire que, en fait, je fais partie de Bulldozer, on m'envoie du business, c'est simple, je sais exactement ce qu'on attend de moi, je suis bien payé, j'ai quand même la liberté de prendre mes vacances quand je veux, etc., etc. C'est leur unfair advantage, un peu, finalement. Enfin, je veux dire, nous, ça nous... Enfin, tu vois, moi, je me rends pas forcément compte, forcément, puis je considère que c'est jamais assez bien, etc. Mais une fois, je discutais avec quelqu'un du collectif et je lui disais, ouais, bon, et du coup, tu vois, bon, moi, je pense que c'est cool quand même, en tant que freelance, de faire partie du truc et tout. Et tu vois, il m'avait dit, non, mais mec, c'est de la folie. C'est de la folie, en fait. Et pour nos clients, le fait d'avoir accès à ces gens-là de manière hyper simple, tu vois, t'as pas à aller sur... des plateformes de freelance et à te dire alors attends je vais tester lui puis je vais tester lui puis je vais essayer de faire une petite équipe et puis elle a l'air pas mal en machin et en fait là t'arrives chez Bulldozer, t'as ta dream team, elle est là, tu sais, et en fait ça je pense que ce modèle il serait pas possible sur un format généraliste comme on a en agence. Et je l'ai vécu chez Germinal, donc je peux en parler un peu. Et ça, je pense que notre modèle, c'est l'unfair advantage. Et toi, à titre individuel, qu'est-ce que tu penses que tu fais qui permet d'être meilleur que les autres? Bah déjà, je travaille beaucoup. C'est déjà un truc. Je travaille beaucoup. J'ai pas peur de me confronter au marché pour le coup. J'ai pas peur de me prendre des tartes. Je pense que le côté résilience ou... En fait, il y a un élément qui est hyper important, qui peut être un défaut parfois, qui peut être une qualité à certains autres moments. Et ça, je pense que là, dans ce cadre-là, je pense que c'est une qualité, c'est j'ai pas beaucoup d'ego. Et donc, toutes les claques que je me prends, en fait, je me dis tout le temps, franchement, c'est pas grave, ça va le faire, tu vois. Et comment tu vas faire pour améliorer le truc et tout. Et alors qu'il y en a, ils seraient mais au fond du trou. Et tu vois, je veux dire, moi, un client qui vient me voir et qui me dit Jordan, t'as fait de la merde. Bah, tu vois, il y en a, et j'ai déjà vu le cas, hein, même récemment, de personnes, mais comment ça, j'ai fait de la merde et tout machin, tu vois, à se braquer tout de suite. Et moi, le client, il va me dire, t'as fait de la merde, je vais lui dire, bah, pourquoi, vas-y, explique-moi. Vas-y, explique-moi, je veux savoir. Qu'est-ce que t'aurais aimé avoir de différent? Qu'est-ce que machin? Qu'est-ce que truc, tu vois? Et en fait, cette capacité à être complètement OK avec le fait qu'il y ait quelqu'un qui vienne te voir et qui te dise franchement, c'est naze ce que t'as fait et tout machin, et que tu sois dans ce truc de OK, bah, c'est naze. Ça veut rien dire, c'est naze. C'est quoi qui était naze exactement et machin, et que tu prennes des notes et que tu dises ah ouais, OK, intéressant et tout machin, et que tu te dises bon, bah, du coup, ça va me permettre de progresser pour la prochaine fois. Je pense que ça, c'est un élément hyper important. Autre élément, c'est ma curiosité. Le fait que je sois très travailleur et que j'ai une vraie grosse curiosité pour le no-code, pour le marketing, pour le branding, pour des outils, pour de la création de contenu, pour peu importe, tu vois. En fait, je suis curieux de tout et donc, en fait, j'arrive à... Et ça, c'est vrai que je me rends compte aussi au fur et à mesure de ma capacité à lier, à faire des connexions entre les choses.
Ça, c'est une vraie force. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup développé chez Germinal parce que j'ai vu passer tellement de clients que quand tu vois de la quantité, naturellement, il y a un moment donné où tu vas te dire, mais attends, cette situation, je l'ai déjà vue quelque part, et tu vas te mettre à créer des connexions. Ouais. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai vraiment cette capacité à créer des connexions. Donc ça a été, je pense que ça, c'est vraiment ma force. Et sur le côté travailleur, encore une fois, être prêt à faire le boring work. Ouais, bien sûr. Et ça, pas tout le monde est prêt. Hein. Et moi, je suis prêt. Ouais. On sous-estime souvent, très souvent même la capacité de se nourrir de différentes choses, même des domaines qui n'ont rien à voir, ça peut être le sport, le développement personnel, l'art, et des enseignements qu'on va avoir, même presque des déclics sur des sujets, par exemple beaucoup le business, on se dit ah oui, des perceptions nouvelles en fait, la façon de voir les choses sous un nouvel angle. Effectivement, je pense que ça t'aide beaucoup. Et justement, comment tu fais pour capitaliser là-dessus? Est-ce que c'est par des prises de notes? Est-ce que ouais. Alors, en fait, c'est marrant que tu dis ça parce que j'étais justement en train de me dire juste avant, bon après il y a quand même un truc, c'est que je note à peu près tout ce que je fais, tu vois, et du coup tu poses la question pile poil, tu vois. Effectivement, ça je le fais depuis pas très longtemps, mais ça c'est un élément qui est quand même qui est hyper important. Au début, tu sais, encore une fois, chez Germinal, je voyais tellement de trucs et ça bougeait tellement vite. J'avais pas besoin de prendre des notes parce que tous les jours j'avais des trucs qui me nourrissaient et qui me permettaient de faire le lien, etc. Maintenant que, notamment dans mon parcours entrepreneurial, je passe des étapes, il y a des trucs, tu peux les oublier. Et il faut pas les oublier. Et puis il y a des choses aussi, t'as jamais été confronté à ça dans ta vie. Et du coup, tu te mets à documenter, je sais pas, moi, ça m'arrive souvent, et c'est aussi l'intérêt du podcast, tu vois, c'est pour ça, une des raisons pour lesquelles je fais le podcast, c'est, je vais inviter quelqu'un qui est à l'étape juste après moi sur ce sujet, et du coup, je vais me dire, du coup, je vais pouvoir prendre de l'information, etc., etc. Et je prends beaucoup de notes. Beaucoup. Donc j'ai un Obsidian, j'ai ma Kindle, et du coup mon Kindle est connecté à mon Obsidian, donc quand je prends des notes sur mon Kindle, bam, ça me fait une note dans mon Obsidian. Quand je regarde des vidéos YouTube, c'est vraiment, il y a des vidéos que je vais mettre dans ma watchlist et où je vais me dire, je sais que je vais apprendre des trucs dans cette vidéo, donc il va falloir que tu la regardes en étant attentif et en prenant des notes en la regardant. Les articles que je lis, je prends des notes, je prends beaucoup de notes, et en fait, il y a aussi un truc, c'est que le fait de créer du contenu, ça t'oblige à revenir sur tes notes, faire du lien entre les notes, et à te dire, attends, ce truc-là, en fait, ça peut apporter de la valeur à ton audience, donc tu vas créer un contenu à partir de ces différents trucs, et le fait de créer un contenu, forcément, ça me l'ancre aussi beaucoup dans la tête, et ça, c'est le hack de la création de contenu aussi, hein, c'est-à-dire, c'est un super moyen de pas oublier tes apprentissages. Ouais, bien sûr. Tu vois, là, je veux dire, en début de semaine, j'ai fait un post sur 4 manières de calculer sa LTV. Je passe les détails. Mais en fait, dernièrement, j'ai été confronté plusieurs fois à la situation et je me posais un peu la question, mais attends, mais la LTV et tout, machin. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, faire un post sur le sujet. Et en fait, je sais que je l'oublierai pas. En fait, les 4 calculs, je sais que je les oublierai plus. Et tu vois, notamment le 4e calcul, il y a un des éléments de ce calcul qui te permet d'identifier le revenu maximal d'une entreprise. Et tu vois, tout à l'heure en intro, je te disais, en fait, la croissance de Bulldozer, elle est un peu capée. Tu vois, en fait, ça m'a permis de refaire le lien avec ce truc de LTV et de me dire, mais enfin, Jordan, t'aurais pu, en fait, si tu t'étais posé la question de la LTV au départ, t'aurais immédiatement identifié que t'étais capé sur ton revenu de Bulldozer, et en fait, là, tu le découvres par surprise. Mais c'est pas une surprise, en fait. Il y avait le calcul, il était là et il aurait pu te le dire, tu vois. Bah oui. Voilà. Ouais, complètement. Alors pour le coup, la prise de notes, structurer ses réflexions, c'est un processus qui est difficile. Tu vois, tu parlais de faire tes scripts, par exemple, pour tes vidéos YouTube. C'est quelque chose qui demande à presque d'en créer une routine, et donc de facto, pour rentrer dedans, c'est dur, mais avec le temps, on a de plus en plus de facilité. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas Obsidian, donc c'est une application de prise de notes, mais qui permet aussi de mapper ses notes et de faire des connexions entre les notes, ce qui est super utile parce que c'est un peu l'écueil qu'on peut avoir. C'est de relier tout ça et de se dire, ah oui, donc j'ai noté ça, en quoi c'est en lien, et puis un peu dépiler la plot. Donc exactement. Très bonne application, je vous recommande. Tu l'utilises aussi? Ouais, je l'utilise aussi. Bah écoute, super. Est-ce que tu as une autre façon de progresser? Quelle est un peu ta méthode là-dessus? Créer du contenu, documenter, c'est déjà une grosse partie. Et après, je pense que pas se mettre dans le rouge.
Franchement, c'est un super moyen de progresser, c'est éviter d'être tout le temps dans le rouge. Parce qu'en fait, quand t'as l'esprit tout le temps préoccupé, tout le temps dans le rouge, etc., c'est assez difficile en fait de passer des nouveaux caps. Ouais. En fait, il y a quand même une réalité qui est dans l'entrepreneuriat, pour passer des nouveaux caps, il va falloir qu'il y ait des moments où juste tu te poses, tu prennes du recul, tu réfléchisses, etc. Aujourd'hui, je le fais pas assez. J'essaye de me dédier des temps où je peux un peu réfléchir. Et il y a aussi un autre truc, c'est que je me fais coacher. Ok. J'ai un coach professionnel. D'accord. Qui du coup vient appuyer sur mes limites mentales. Ouais. Qui vient appuyer sur tu vois, il y a des éléments où en fait je vais m'auto-censurer. Bien sûr. Et en fait, c'est ces trucs-là qui font que j'arrive pas à passer le cap du dessus. Et en fait, tu vois, le fait d'en parler, etc., et que la personne, elle vienne appuyer dessus en disant, mais attends, machin. Et, tu vois, ne serait-ce que le fait qu'elle appuie dessus, je vais me dire, putain, mais c'est vrai ça. En fait, pourquoi je m'auto-censure? Pourquoi, tu vois? Coaching, truc hyper puissant. Ouais. Et souvent, les gens, ils se disent, oui, j'ai pas besoin de coaching, etc. Si. Ouais. Tout le monde en a besoin, en fait. Mais c'est clair. Mais enfin, pour donner un exemple, c'est un peu finalement ce que t'as fait Grégoire quand il t'a fixé l'objectif de faire 1000 € une semaine. Il t'a permis de briser une barrière mentale de ah oui, c'est possible. 100%. Et effectivement, on a une grande faculté à se dire non, ça, je peux pas y arriver. Ouais, ou oui, non, mais ça en vrai, ça va le faire, c'est plus tard et tout, machin. Prouve-le. Ouais. Tu vois? Ouais, prouve-le. Complètement. Et tu vois là, parfois le coach, c'est, je sais pas, je vais dire oui, en ce moment j'ai la tête hyper embrumée, j'arrive pas à prendre du recul, j'arrive pas à passer le cap d'après et tout. Ok, tu penses qu'il te faudrait quoi pour, j'avoue que si j'avais un peu 2 heures pour respirer, réfléchir au sujet, etc., etc. Ok, comment est-ce que tu fais pour prendre ces 2 heures-là? Je sais pas, je peux peut-être les mettre dans mon agenda. Ok, do it. Bon d'accord, je me mets mon truc dans mon agenda et tu vois, genre. Je te donne cette anecdote, c'est une vraie anecdote, c'est basique, tu vois. Il y a des gens, ils vont écouter ça, ils vont se dire oui, enfin, of course, tu vois. Oui, of course, mais en fait, quand t'es la tête dans le rouge, et ben, les trucs les plus logiques, tu les oublies, quoi. Et donc là, le fait d'avoir quelqu'un qui, tu vois, qui vient te dire ok, tu penses qu'il faudrait faire quoi? Ben ouais, peut-être le mettre dans mon agenda et tout. Ok. Pourquoi tu le fais pas? C'est vrai ça, pourquoi je le fais pas? Non, mais c'est clair. De toute façon, ce qui est simple, c'est ce qui reste sur le long terme. Tout ce qui est complexe, ça tient rarement. Et d'ailleurs, un des aha moments que j'avais eu, c'est les experts, c'est pas les gens qui connaissent des choses compliquées. Les experts, c'est ceux qui connaissent parfaitement des choses simples. Ouais, tout à fait. Et ça, tu vois, le truc, c'est ça a mis du temps avant de capter. Tu vois, pour la plupart des gens, des experts, c'est des gens qui connaissent des choses vraiment sorties du chapeau, genre le tour de magie, tu sais. Ouah, mais comment il a eu cette connaissance, c'est absolument incroyable et tout, machin. Non! Les experts, c'est des gens, ils maîtrisent à la perfection des choses simples. Basta. Ouais. Est-ce que via ton coach ou des mentors un peu que tu as pu avoir au cours de ta carrière, on t'a donné un conseil qui a un peu t'a fait changer la vision des choses sur soit une partie business, soit une partie plutôt perso, en tout cas quelque chose qui t'a marqué que tu aimerais retransmettre? En fait, j'ai un truc en tête, mais c'est pas facile à appréhender, c'est le sujet de la confiance en soi. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles avoir un coach ou aller voir un psy, c'est un truc très très important. Et tu vois, c'est vraiment parmi les conseils que j'ai reçus, tu vois, c'est vraiment s'entourer de personnes qui veulent te voir gagner, et mais vraiment de manière complètement désintéressée, et essayer de travailler sa confiance en soi, et tu vois, ces choses-là. Ouais, je pense que ça, tu vois, c'est parmi les meilleurs conseils qu'on m'ait donnés. Et en fait, c'est les meilleurs, et en même temps, c'est les plus difficiles, parce que qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Genre, tu les entends et tu te dis oui, bah oui, ça me semble logique, tu vois. On en revient toujours à ce truc-là de oui, bah oui, effectivement, ça me semble logique, oui, merci. Et puis il y a un jour où t'as un peu un espèce de déclic, où tu te mets à réaliser que ah oui, bah en fait, c'est cette jusqu'à maintenant, j'avais pas confiance en moi, et c'est pour ça que je m'étais fixé cette barrière, etc., etc. Et en fait, la barrière mentale, ça y est, tu viens de la péter. Ça y est, t'as eu la preuve que t'étais capable de passer de l'autre côté. Et en fait, cette barrière, tu te l'étais mis toi-même. Et en fait, si t'avais eu un petit peu plus de confiance, et ben, en fait, voilà. Et pareil, ça, c'est des trucs, tu vois, on te les dit, on te les répète, tu les lis. Et puis, il y a un jour où t'as le moment de
C'est ça qu'il voulait dire. Ouais, comprendre ce qu'il y avait vraiment derrière, c'est clair. Voilà. Ouais. Est-ce que, alors tu nous disais que tu étais très curieux et que tu t'intéressais à plein de choses, est-ce que pour autant il y a quelque chose sur lequel tu n'as pas encore pu passer du temps, en tout cas un aspect sur lequel tu aimerais travailler à l'avenir, que ce soit une compétence à développer ou à titre plus perso sur du développement, quelque chose sur lequel tu aimerais investir du temps? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, c'est pas du tout dans le cadre professionnel, mais j'ai une énorme frustration dans ma vie, c'est de pas savoir faire de la musique. D'accord. Voilà. Ok. Et tu vois, j'ai fait de la danse. Donc la musique, ça me parle beaucoup. Et le fait de faire de la musique, tu vois, j'ai appris à faire de la guitare en regardant des vidéos sur YouTube, tu vois, mais c'est pas assez. Et je rêverais d'avoir le temps de faire de la musique et d'apprendre à faire de la musique. Ça, c'est un truc... Si un jour je suis extrêmement riche et que je prends ma retraite de bonne heure, tu vois, je sais très bien qu'un des premiers trucs que je ferai, c'est j'apprendrai à faire de la musique. Ouais. Bah, je te confirme, pour être musicien, c'est ne serait-ce que pour le partage que tu peux avoir. Et, c'est incroyable. Franchement, la musique, c'est fou. Tu vois, c'est fou. Et donc, tu vois, ça, c'est vraiment la compétence que je regrette de pas avoir appris quand j'étais enfant, que j'ai pas du tout de musicien dans ma famille, etc. Donc, en fait, j'ai pas eu d'éducation autour du sujet et je regrette vraiment. Et maintenant je suis papa et je me dis j'espère que ma fille elle va faire de la musique dans sa vie et tout. Alors, je vais pas la forcer bien évidemment, mais je me dis en fait si elle à un moment donné elle a ce kiff là, je pourrais déjà le vivre un peu avec elle, tu vois. Enfin tu vois, je sais pas, il y a un truc. Voilà, mais ça c'est la grosse compétence. Après d'un point de vue professionnel, en fait. J'en ai, mais je sais que c'est work in progress. Forcément, j'y viendrai. Tu vois, en fait, je me fais pas trop de soucis. La musique, j'ai peur de pas y venir, tu vois, de pas trouver le temps parce qu'il faut du temps, il faut machin. Et... Donc voilà. C'est un vrai investissement pour avoir des résultats et puis être satisfait de ce qu'on peut faire. Oui. J'ai bien senti que c'était quelque chose chez toi très prenant. C'est pour ça que je précise. Génial. Écoute, Jordan, merci beaucoup. Merci à toi. C'était top. Est-ce que il y aurait quelqu'un dans l'écosystème français, alors pas forcément un entrepreneur, ça peut être un artiste, un musicien justement, ou un acteur ou autre, quelqu'un qui t'inspire, que ce soit un homme ou une femme, et si tu pouvais avoir 1 heure pour échanger avec elle ou avec lui, qui est-ce que ce serait? Je peux en dire plusieurs? Ouais. Je peux tricher? Ouais, tu peux tricher. Alors, déjà, beaucoup de sportifs. Ok. Laure Manodou. Ouais. Parce que, en fait, franchement, moi, je me souviens, j'étais jeune quand... bon, on a le même âge, hein, donc peut-être que tu te souviens aussi, toi, quand t'étais gamin de Laure Manodou qui éclatait tout le monde, tu vois. Et cette mentalité, ce truc et tout. Et puis, tu vois, toucher le top, ensuite la descente aux enfers, etc. Tu vois, ce genre de parcours... et puis aujourd'hui, bon, bah, tu vois, elle s'est relevée et tout, machin. Ce genre de parcours, et je me dis, mais elle a forcément eu des apprentissages, elle a vécu des trucs... Les apprentissages qu'elle a forcément retenu de tout ça, mais c'est hors norme. Donc voilà. Après là en ce moment ce serait Cyril Gane, MMA, forcément, vu qu'en plus je kiffe bien ça. Et après côté entrepreneuriat, Céline Lazorte. Ok. Parce que elle, pareil, parcours de dingue. Et après, bah tu vois, il y a beaucoup. En fait, il y a aussi une réalité qui est aujourd'hui, j'ai accès un peu à des top entrepreneurs, milieu start-up, etc. Par contre, j'ai pas accès aux dirigeants de boîtes de CAC 40, aux gens qui dirigent je sais pas, moi, aujourd'hui, je me mets vraiment à être hyper intéressé par les fondateurs, fondatrices ou dirigeants, dirigeantes d'énormes boîtes industrielles. Parce que les enjeux, tu sais, on se dit oui, start-up c'est difficile, l'hypercroissance et tout. Ouais, l'industrie c'est quand même un autre game. Ah, mais c'est clair. Tu vois le truc? Totalement. L'industrie c'est un autre game. Et donc de parler à des personnes, tu vois, il y a une des membres du jury qui veut être mon associé, je sais pas comment elle s'appelle, mais je crois qu'elle est dirigeante d'une boîte dans les transports. Ouais, exactement. Je vois de qui tu veux parler. Je sais plus comment elle s'appelle. En description de l'épisode. Et elle, tu vois, je me dis, mais
gérer une boîte de transport, avoir des routiers, avoir machin, mais waouh. Et tu vois, je sais pas, les fondateurs de Auchan, la famille Muliez, Bernard Arnault, tu vois, des gens comme ça. Je me dis, mais tu vois, si j'avais l'occasion, tu vois, de prendre 1 heure, de discuter de machin, mais Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on a presque un peu tendance à mettre en opposition un peu ces deux mondes, alors qu'en fait, on a tellement à apprendre. Mais oui, et tu vois, c'est comme, il y a eu pendant très longtemps, et maintenant, les limites se sont un peu brouillées, notamment grâce ou à cause de Oussama sur infopreneur startup. Ouais. Tu vois, les infopreneurs d'un côté, ouais, c'est des bullshitters et tout machin. Ouais, les startupers de l'autre, oui, levée de fonds, machin, bullshit. Tu vois, c'est genre le même game, mais en fait, les deux s'opposent. Et en fait, Oussama, il a fait un peu le pont entre les deux, et du coup, maintenant, il y a beaucoup ce truc de ah oui, en fait, les infopreneurs, c'est quand même des entrepreneurs à succès, ils ont quand même réussi à créer des trucs qu'il y a beaucoup de startups qui auraient rêvé de faire, etc. Tu vois, il y a un peu ce pont qui a été fait, mais entre startup et vraiment cadre de l'industrie, aujourd'hui, il n'y a pas de pont. C'est genre 2 mondes complètement différents. Mais en fait, la réalité, c'est quoi? C'est que toutes les startups rêvent d'atteindre ce niveau. C'est clair. Ouais. Le pont, ça serait à la limite les scale-up, et encore. Les licornes qu'on peut avoir, et encore, bah oui, non mais c'est sûr. Et encore, tu vois. Oui, parce qu'elle risque de mourir à peu près tous les jours, donc. Voilà. Et puis, ouais, c'est encore une fois, l'industrie, c'est pas le même game, tu vois. Non, complètement. Et donc, ouais, voilà, moi, ce serait ça qui m'intéresserait. Ok. Est-ce que tu aurais une recommandation à me faire pour un futur invité, quelqu'un avec qui tu pourrais me faire une introduction et qui, tu penses, aurait un profil intéressant pour venir répondre à ce genre de questions? À qui je peux te faire une intro? Bah, tu vois, là, cette semaine, j'ai discuté avec Thibault, le CEO de Partout. Ok. Qui est génial, mais il déteste la caméra. C'est vrai. Et donc, en fait, ce serait pas un cadeau que je lui ferais à lui. Okay. Tu sais, parce que de se retrouver face à une caméra, il dirait, oh non. Ouais. Voilà. Le but, c'est de lui faire oublier. Et puis, il y a un beau feu de cheminée. Donc, bah oui, c'est vrai qu'il y a le feu de cheminée. Écoute, sinon, Grégoire, Grégoire de ancien CEO de Germinal, bah lui, il a un parcours hyper intéressant. Aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est lui, tu vois, typiquement, ça y est, lui aussi, il a shifté dans ce truc de je suis prêt à pas courir après l'objet brillant et à faire le truc boring pendant longtemps, et je suis prêt à accepter ce truc, et en fait là je suis parti pour 10 ans et ça va être ça va être lent. Il est en mode mission là. Voilà, ça va être lent, ça va être dur, mais en fait je suis prêt. Et c'était pas le cas chez Germinal. Et je pense que ça a été un très très gros apprentissage chez lui de Germinal. Donc je pense que ça pourrait être très intéressant de parler de maintenant, tu vois, avec Grégoire. Parce que forcément là, tu vois, il a fait des podcasts, et notamment dans le mien où il est revenu sur l'épisode Germinal, etc., etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, il a beaucoup de choses à dire sur maintenant, ses apprentissages d'aujourd'hui et ce qu'il fait aujourd'hui au quotidien. Et on lui pose pas suffisamment la question parce que sa boîte, elle est hyper obscure. Pour beaucoup de gens, tu vois, ils comprennent pas trop, machin, crypto, blablabla. Et c'est vrai qu'il est dans une niche, aïe, c'est technique. Mais ouais, je pense que c'est hyper intéressant. Ou Paco, son cofondateur, qui a été aussi le cofondateur de Germinal, qui lui n'a jamais pris la parole publiquement, et qui est génial. Bah ok. Bah, voilà, donc moi je peux te faire des intros. Ouais, trop cool. Génial. Écoute, Jordan, merci beaucoup. C'était vraiment un grand plaisir. Merci pour tous ces partages. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, ton LinkedIn, les différents réseaux, dis-nous tout, ton podcast? Ouais, LinkedIn, numéro 1. Ouais. YouTube. Et puis après là, ça fait un petit moment, je tente une percée sur Twitter. Donc je poste pas mal sur Twitter, et après de toute façon là, j'essaye d'être un peu présent sur tous les réseaux, donc Insta, TikTok. Je mets des petits shorts, des extraits de podcasts, etc., etc. En fait, c'est possible de me trouver un peu de partout, mais les endroits où vraiment je fais de l'effort, c'est YouTube et LinkedIn. Ouais. Tu es très actif sur Twitter. Ah, tu me suis? Ouais. Ouais, je suis très actif. Mais je repackage du contenu plusieurs fois par jour, etc. Mais ouais, c'est dur. Ah ouais, c'est clair. Bon, c'est un autre game encore, Twitter. Ouais, c'est dur. Ouais. C'est pas évident. Jordan, merci encore. C'était vraiment top. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes encore là, c'est nécessairement que c'est le cas. Je vous invite à vous abonner, à partager cet épisode autour de vous. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut!